Bonjour et bienvenue sur The Builders Podcast, le podcast qui parle d'entrepreneuriat et d'investissement, mais surtout qui souhaite mettre en lumière toutes les personnes qui bâtissent leur avenir. Nous sommes Jérémy et Manu, entrepreneurs et investisseurs, et après avoir rencontré des personnes tout aussi inspirantes les unes que les autres, nous avons décidé de leur donner la parole. Nous espérons donc que, comme nous, vous prendrez un énorme plaisir à écouter le parcours de tous ces builders. Hello à tous. Ce soir, petite introduction en solitaire. On a eu une semaine plutôt chargée avec Manu. On a tourné un podcast lundi matin et on n'a pas réussi à trouver le temps. On avait 2 emplois du temps plutôt chargés cette semaine. On n'a pas réussi à trouver le temps pour pouvoir faire une petite intro digne de ce nom. Donc on s'est dit qu'on allait peut-être poster le podcast sans intro, puis après on s'est dit que c'était un petit peu dommage, étant donné que moi j'avais le temps d'en faire une. Donc l'idée voilà, c'est de faire une petite intro. Donc cette semaine, l'invité sera Alexis, donc que vous connaissez peut-être sur Instagram, qui est sous le pseudo Montera Coach. Voilà, Alexis va vous parler de sophrologie, de PNL. C'est super intéressant. À titre perso, moi j'ai fait des séances avec lui. Vous verrez, je vous l'expliquerai directement dans la vidéo et ça va être super sympa. C'est super formateur. Puis il a juste une histoire de dingue. Il a une histoire de dingue. Donc voilà, sinon pour revenir sur la semaine, une petite semaine bien chargée. Bien chargée. Demain j'ai rendez-vous en clientèle. Au moment où vous écouterez le podcast, je serai en clientèle. Donc voilà, on avance, hein. On avance, on a encore débarrassé des gravats, on va bouger le stock de linge cette semaine. Donc voilà, ça avance. Je pense que sur le courant avril, j'aurai beaucoup plus de choses à vous raconter. Pour l'instant, c'est un peu abstrait. Je pense que j'en profiterai également pour faire des petites vidéos pour montrer là où j'étais et ce qu'on a fait. Je pense que ce sera pas mal. Donc voilà, c'était une petite intro. On fera un peu plus long la prochaine fois, mais vous raconter un petit peu plus de choses du coup. Écoutez, en tout cas, passez un bon podcast. Vous allez voir, Alexis, c'est de la bombe. Suivez-le, regardez ce qu'il fait. Puis si vous avez besoin, n'hésitez pas à le contacter pour prendre rendez-vous avec lui. Ça peut être super intéressant. Puis ça peut ouvrir tellement de portes et de possibilités que faut pas hésiter. Allez, ciao, passez un bon podcast et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à nous suivre sur les réseaux. Et bonjour à tous et bienvenue sur The Builder Podcast. Je suis Manu. Salut à tous, moi c'est Jérém et aujourd'hui on a comme invité Alexis. Bonjour tout le monde. Bonjour Alex, bon ça va? Ça va et toi? Pour la deuxième fois, on s'est loupé la première fois à cause d'une connexion internet un petit peu capricieuse. Et apparemment ça n'arrive pas qu'à toi parce que nous ce matin on était emmerdés pareil. Bon, en tout cas on s'est rattrapé. Bon Alexis, du coup nous on te connaît du séminaire MMA. Nous on se connaissait un petit peu avant parce qu'on a déjà fait des rendez-vous ensemble, donc on expliquera les rendez-vous qu'on a fait et ceux dont on a parlé. Ouais, on en parlera tout à l'heure. C'est un peu secret professionnel, mais tu Ouais, si c'est moi qui décide de partager. tu as le droit. Voilà. À partir de ce moment-là, c'est bon. Manu, comment ça va toi? Là, ça va, tranquille. Ça va. Content de te recevoir, Alex. Ouais. Moi aussi, content d'être là. Merci beaucoup. Belle En histoire général, pour suite. toi Manu, tu reçois beaucoup mieux le pied d'Alex que Alex. Ouais, moi, je reçois tout d'Alex. Je le reçois sur le podcast et je le reçois dans l'écoute. Donc voilà, on a fait le séminaire MMA, donc Alex était un des coachs avec Bourama. C'était très intéressant de tourner avec lui. Par contre, Manu a eu une cote et moi il m'a rendu limite paraplégique. Tu m'as fauché. Ah, t'as eu le droit à un petit balayage thaïlandais. Voilà. Et du coup, quand 90 kilos tombent sur le sol droit, je me suis retrouvé à boiter pendant 1 heure, je pense, tant que ça se réchauffe. Et c'est des bons souvenirs quand on y pense. Ça marque en tout cas. C'était trop bien. Ceux qui se blessent au bout de 10 minutes d'échauffement, ça les fait un peu chier, mais sinon ça va. Bon, on Bon, commence. allez. C'est parti. Est-ce que tu vas présenter un petit peu Alex ou est-ce qu'on le laisse se présenter tout seul après? Alex, moi, juste pour introduire un peu, puis après on te passera la main. Mais Parce que toi, tu moi, l'as vu avant moi. ouais, moi, je t'ai rencontré à la parenthèse parce que tu interviens donc sur les parenthèses et au MMA, hein, au-delà de la boxe et du coaching, tu interviens aussi au MMA. Tu peux juste rappeler peut-être ce que c'est les parenthèses.
Alors, les parenthèses indépendantes, c'est les événements organisés par les gentlemen investisseurs où on s'enferme 3 jours et on travaille sur nos finances, sur les stratégies au rendement. On travaille sur donc toute la partie d'Alex, visualisation. Enfin, moi, je te laisserai compléter, mais toute cette partie-là. Et voilà, dans le but de nous satelliser, comme ils aiment dire, et de repartir avec une ligne de conduite, en fait, une route, un roadbook, et de pouvoir faire péter nos business respectifs. Donc ouais, on s'était rencontrés à ce moment-là, et puis histoire de dingue, donc on était raccord avec Jérém pour se dire faut qu'on t'ait sur le podcast parce que ta résilience et la liberté que tu as aujourd'hui font que tu as un parcours vachement inspirant. Voilà. Donc, C'est gentil. Merci beaucoup. Donc on va te passer la main, on te laisse te présenter, et puis Alors, Jérém, si tu veux rappeler un peu la trame. ouais. Je vais juste revenir donc sur la trame. On aura une première partie où il va se présenter, comme tu l'as expliqué. On aura une deuxième partie qui va être sur l'enfance, une troisième partie scolarité et premier job, quatrième partie début de l'entrepreneuriat, cinquième gestion de ton temps pro et de ton temps perso, sport, famille, amis, cassage de genoux, brisage de côte. Tu pourras en parler là. Gain et réussite. Et après, comment tu gères ton argent? Est-ce que tu fais des placements, investissements? Quel plaisir tu t'autorises en fonction de tes réussites? Voilà, pour expliquer un petit peu tout ça. Donc du coup, on va te passer le micro. Regarde, il est juste là. Eh ben, encore une fois, merci beaucoup de m'accueillir, les gars. Aujourd'hui, vous savez très bien que je vous apprécie beaucoup, donc c'est un grand plaisir. J'ai plus l'impression que c'est un appel entre potes qu'une interview. Et je trouve que ça marche plutôt bien quand c'est comme ça. Pour me présenter un petit peu, donc je m'appelle Alexis, je suis auto-entrepreneur du coup. J'ai une entreprise dans le soin, dans le bien-être, puisque je pratique donc la sophrologie, l'hypnose ericksonienne et ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Après, j'ai d'autres outils, l'EFT par exemple, ou d'autres choses comme ça. Et donc mon métier principal, parce qu'après j'ai d'autres activités, mais mon métier principal c'est ça. Et c'est un grand plaisir d'accompagner des personnes dans l'atteinte de leurs objectifs. Ouais. Top. Et est-ce que tu peux nous donner ton âge? Parce que quand tu vas expliquer un petit peu ton parcours et tout ce que tu as vécu, le fait de savoir ton âge, c'est quand même important parce que tu n'es pas vieux et tu en as déjà vécu beaucoup. Ouais, j'ai 25 ans. Je commence à vieillir aussi, je remarque ça. Mon âge est, je suis très jeune, mais j'ai l'impression d'être un peu plus vieux avec tout ce qui m'est arrivé déjà. Mais il a vécu 2 vies en une aussi, donc à un moment tu le payes. Voilà. Bon, top. Écoute, on te laisse commencer peut-être comment t'étais quand t'étais jeune, dans quel cadre familial t'as grandi. Voilà, on commence toujours par cette partie-là parce qu'on estime que c'est important dans la construction de chaque personne. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer des frères, des sœurs, des parents entrepreneurs, non entrepreneurs, comment tu étais à l'école, enfin voilà, nous expliquer un petit peu toute cette première période. Jérém, tu avais un truc à dire? Ouais, je reviens sur la partie commerciale. Aujourd'hui, on est sponsorisé par Coca-Cola Zéro et par le Tour de France. Et par le Tour de France aussi. Oui, c'est vrai qu'on a oublié de remercier les En sponsors. Auvergne, encore une fois cette année, merci de réserver dans mes Airbnb pour venir voir le Tour de France. Voilà, c'était le moment pub. On est également sponsorisé par ePro pour les protéines, important. Et par Invest Dubai aussi, important. Voilà. Et Lacoste. Et Lacoste. Et Lacoste aussi. Et c'est Lacoste du bled, ça. C'est Jacoste qui l'a mis ce matin. Allez, c'est parti. Bon. Arrêtons les conneries. Ouais. Bon, pour vous parler un petit peu de mon enfance, pour que vous compreniez un petit peu d'où je viens, je suis né à Montauban le 13 septembre 1998, comme Bourama d'ailleurs, on est né le même jour. Ouais, c'est vrai. Putain, et t'as pas vu la Coupe du Monde, toi, par contre? Non, je l'ai pas vu. C'est tristesse, ça. Donc je suis né à Montauban. À cette époque-là, mon père était militaire. Donc à Montauban, c'est le 17e régiment du parachutisme. Et donc, mon père partait beaucoup en OPEX à l'époque, donc on a beaucoup déménagé. Quand j'avais 3 ans, mes parents se sont séparés. Et donc, on est venu vivre à Clermont-Ferrand.
Et mon père a quitté l'armée. J'étais pas trop âgé, je devais avoir peut-être un petit peu moins de 10 ans quand il a quitté l'armée. Ma mère, elle était commerciale. Et donc voilà, après ils ont divorcé, donc on faisait une semaine avec mon grand frère, parce que du coup, j'ai un grand frère. T'as Ok. quel âge ton grand frère? Alors mon grand frère, il a 2 ans de plus que moi. Et ensuite, j'ai un autre petit frère d'une autre union, de mon père et de mon ancienne belle-mère. Et j'ai une petite soeur qui a 4 ans, Ok. du côté de ma mère. Ouais, une belle famille recomposée, tu vois. Ok. Mais donc on était avec mon grand frère, et puis ben, voilà, on naviguait une semaine, jusque-là, classique, quoi. Voilà. Ok. Alors après, peut-être que ça m'intéresse pas trop de savoir pourquoi, ni de savoir comment, mais peut-être que ça m'a impacté, ce divorce, peut-être que ça m'a impacté, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'inconscient, et, euh, et peut-être que j'ai eu des comportements, on en discutera après, mais peut-être que j'ai eu des comportements ou une façon de penser liée beaucoup aussi à ça. Peut-être une souffrance qui venait de ça. Et donc très rapidement, même petit, j'étais un peu, j'avais une attitude un petit peu à l'écart en fait. J'étais un petit peu effacé, un petit peu éteint. Très tôt, je jouais beaucoup tout seul, j'avais très très peu d'amis. Je me sentais déjà assez différent quand j'étais enfant. Et, et après, donc, bah, j'ai fait ma scolarité classique. Alors, j'étais déjà très mauvais à l'école. Très mauvais. Alors, mauvais, je pense pas être quelqu'un de bête. Hein. Je pense qu'il y a personne de bête. Mais par contre, j'avais pas du tout envie de travailler. Je comprenais pas pourquoi on devait aller à l'école, travailler. Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était peut-être bah, de faire des bêtises, c'était peut-être de m'amuser, c'était d'imaginer tout un tas de choses à l'époque. Et voilà, j'ai grandi comme ça. Ton frère était comme ça aussi? Non, mon frère est pas du tout comme ça. On va dire que mon frère est plus normal en fait, tu vois. Alors c'est quelqu'un de brillant, hein, mon frère, mais plus dans la normalité, tu vois. Chacun a sa personnalité bien sûr, mais je veux dire, moi je sors plus du lot, tu vois. Je suis un peu le vilain petit canard. Donc, euh, donc voilà, ouais, assez différent. Et après, ben, j'ai continué ma scolarité. Euh, J'ai eu un cursus. Alors attends, j'essaie de me resituer. J'ai changé plusieurs fois d'école. Donc tout ça, c'était sur l'Auvergne. Tout ça, c'était sur l'Auvergne. Ok. Ouais, depuis qu'on est à Clermont, je suis toujours resté ici. Ok. Et donc après, j'ai fait ma scolarité, j'ai changé plusieurs fois d'école. Parce que je suis allé un petit peu dans le privé, après dans le public, voilà. Et après, j'ai fait une 3e prépa pro. Pour te dire à quel point j'ai pas du tout envie de travailler. C'était le seul endroit où ils m'acceptaient en fait. Et ensuite, j'ai commencé à faire des apprentissages. Dans quoi? J'ai fait mon premier apprentissage dans la vente. Je travaillais à Croustipin. Okay. Donc, là, j'avais 15 ou 16 ans. Je travaillais à Croustipin, mais je me rends très vite compte que... Auquel Croustipin, parce qu'il y en a pas 15 000 quand même. Croustipin de Léon Blum. Ok. Saint-Jacques. Ouais. Voilà. Ok. Bon, je me suis très vite rendu compte que c'était pas trop fait pour moi. Voilà. Le travail ou Croustipin? Les deux. Mais surtout Croustipin. Enfin, tu vois, je me disais, je peux pas faire ça toute ma vie, je ne peux pas faire ça toute ma vie. Et ça, c'était quoi? C'était une alternance du coup? C'était un CAP vente. Ok. Mais je l'ai. Donc en alternance, en alternance, ouais. Et bon, j'avais très peu à l'école. Je faisais plus partie travail. Ok. À la suite de ça, je me dis, bon, il faut peut-être que je fasse autre chose parce que ça, c'est un peu. Ça me correspondait pas. Donc, je postule pour faire un bac, du coup. Un bac ARCU, ça s'appelle, un bac accueil. Donc, c'est un petit peu comme le bac commerce. Et je travaille dans un hôtel. Je trouve ça une alternance comme ça. Donc, je travaille
Ça n'a pas duré longtemps, la période de croustillant, ça a dû durer 3 mois, tu vois. Après, l'hôtel, ça a dû durer 6 mois. Là, je faisais un peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire la plonge, le ménage, et en même temps, je mettais petit déjeuner. Voilà. Et donc, ça a duré 6 mois. Après, ils m'ont renvoyé. Parce qu'apparemment, je discutais trop avec les clients. Voilà. Et à la suite de ça, alors j'avais toujours pas la moyenne à l'école, hein. J'avais toujours pas la moyenne, je travaillais toujours pas. Mais j'avais un petit peu d'argent, donc ça c'était super. Ils me renvoient, donc il faut que je continue quand même mon bac accueil. Parce que on me disait qu'il fallait que j'aie un diplôme, que je finisse pas sans rien. Et donc j'ai un ami à mon père qui a un contrôle technique, un centre de contrôle technique. Et donc il me prend, il me dit, bon, je sais pas ce que je vais te faire faire, mais tu vas le faire. Et donc je me mets à bosser au contrôle technique, donc je m'occupe un petit peu de la paperasse, mais pas que, je m'occupe aussi des fois de la méca, je m'occupe de... ce patron-là avait plusieurs entreprises, des stations de lavage, plusieurs choses comme ça, et dans l'immobilier aussi, il était investisseur. Donc en fait, je m'envoyais un peu partout, aller enlever le papier peint à tel endroit, l'après-midi, je nettoyais la station de lavage, après j'ai rentré au centre de contrôle technique. Voilà. T'étais un peu l'homme à tout faire. Exactement. Okay. Mais ça, c'était plutôt formateur, tu vois, j'aimais bien un peu ce côté, parce que j'avais l'impression d'être à mon compte, tu vois. Bon, je gagnais 500 balles, mais j'avais l'impression d'être à mon compte, tu vois. Au matin, je faisais ma vie et tout, j'avais mon petit scooter, c'était trop bien. Voilà. Et donc ça a duré un an et demi. Là, t'avais quel âge à peu près pour resituer Alors là, j'avais... c'était de mes 17 à mes 18 ans. Ok. Voilà. Et à mes 18 ans, donc je travaillais toujours chez ce monsieur, dans ce contrôle technique. Et à mes 18 ans, je passe mon permis. Et le truc qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie, je m'entends super bien avec le patron de l'auto-école, tu vois. Ok. Et donc je passe mon permis. Et quelques jours après, il me dit, voilà, moi j'aime comment tu es, j'ai envie de t'embaucher. Il m'a dit pareil, je sais pas trop pourquoi faire, mais j'ai envie que tu travailles avec moi. J'ai dit ok, puisque moi je me suis souvent laissé guider, donc j'ai dit ok. Un mois après, je travaillais à l'auto-école, du coup, en tant que secrétaire, quelque chose comme ça, tu vois, je m'occupais des papiers, parce que pour exercer en tant que moniteur d'auto-école, il faut des diplômes. Donc je m'occupe de la paperasse, après je m'occupe un petit peu de la comptabilité, j'apprends tout sur le tas, hein, parce que niveau connaissance à l'école, je vous ai dit, ça s'approche du zéro absolu. Mais voilà, donc j'aime bien ce travail, c'est assez sympa. Là, t'es employé, hein, à temps plein. Bien sûr, je suis employé. Et à temps plein. Comment? Et à temps plein. Enfin, t'as plus l'école. Et à temps plein. Ah oui. Là, Ouais, j'ai abandonné le bac, tu vois. Ok. J'ai sauté sur l'occasion. Ouais, t'as même pas été au bout du diplôme. Non, en fait, j'avais pas du tout envie. Je réfléchissais pas trop à l'avenir à cette époque-là, tu vois. Mais écoute, c'est pas plus mal. Hein, ça m'a guidé jusqu'ici. Donc, ensuite, vous avez vu, il y a beaucoup de choses. Vous voyez pourquoi je me perds, parce qu'il y a tellement de choses que de revenir à tout. Mais... Donc à cette époque-là, j'ai 18 ans, donc je bosse pour mon patron dans l'auto-école. Tout se passe bien, les gens m'apprécient beaucoup au bureau, on fait beaucoup d'inscriptions, donc c'est génial. Mais à cette époque-là, donc j'avais pas de diplôme, j'avais rien du tout. Je devais payer 1132 € à l'époque, je me rappelle, par mois. Donc avec mon patron, on s'est dit, est-ce que tu ne voudrais pas passer le diplôme d'enseignant? Comme ça, tu peux passer à des échelons, être payé un petit peu plus. Et puis au moins, ça fait une équivalence. Parce que le diplôme d'enseignant, c'est équivalent à un BTS. Okay. Voilà. Donc comme ça, si jamais j'ai besoin plus tard dans ma vie, je vois ça. Donc à mes 19 ans, je crois, 19 ans et demi, je commence la formation d'enseignant de conduite. Ce qui dure 9 mois. Et donc j'enchaîne un peu les deux, je vais à la formation, et puis je vais aider aussi
à l'auto-école. C'est payant ça, cette formation? Elle est payante? Elle est payante. Elle est payante. Et alors, moi, j'ai pas pu me la faire financer, donc c'est mon entreprise qui a payé la formation. Elle est payante et c'est 9 000 ou 10 000 euros. Tu Ah ouais. Ouais. Ok, donc gros, enfin ton boss, ouais, gros investissement sur toi. vois. Investissement. Ouais, c'est top. Mm. C'est top. Lui, il avait vraiment, tu vois, c'est la première personne peut-être qui voyait quelque chose en moi. Mhm. Tu vois, je comprenais pas trop. Tu vois, il me disait non, mais je sais ce que je fais, je sais sur quoi je mise. Tu vois, il avait vraiment comme s'il avait une vision. Donc, après coup, c'était super intéressant. Et je remercie vraiment ce monsieur parce qu'il m'a vraiment permis de faire des choses incroyables, tu vois. Et pas que, même humainement, il m'a appris tellement de choses. Il s'appelle Olivier et c'est quelqu'un de vraiment incroyable. Aujourd'hui, on est toujours en contact, hein, c'est un super ami. On se voit souvent. Ouais, parce que tu bosses, on y reviendra, mais tu bosses encore un peu pour lui, du coup, ou Euh, Pas vraiment pour lui, parce qu'il n'a pas besoin, mais je bosse pour d'autres collègues. Ok. Je continue. Vas-y, vas-y. donc, donc là, j'ai 20 ans, 21 ans. Je commence à exercer en tant qu'enseignant de la conduite. Et je fais les deux, du coup. Je fais conduite le matin, l'inverse, conduite le matin et bureau l'après-midi. Sauf que je commence à être un petit peu surchargé, parce que je m'occupe de tout ce qui est administratif à l'auto-école, plus du parc, plus de la relation entre les élèves et les moniteurs, plus du côté pédagogique. Enfin voilà, j'ai beaucoup de responsabilités. Et en fait, je commence à saturer parce que tu vois, c'est pas quelque chose qui me passionne. Et je pense que quand tu fais beaucoup d'heures dans quelque chose qui te passionne pas forcément, même si ça te rapporte un petit peu d'argent, bon, tu commences à espérer mieux en fait. Mhm. Voilà. Donc progressivement, j'ai un peu lâché. En fait, je me sentais vraiment. Alors, on y reviendra, mais je me sentais déjà pas super bien dans ma peau. Et là, en fait, c'était un peu le coup de grâce, quoi. J'avais très peu de temps pour moi, très peu de temps pour me construire en dehors de la vie professionnelle, et j'en avais besoin. Donc à un moment, j'ai dit stop. J'ai dit stop, j'ai dit là, il faut que j'arrête parce que je commençais vraiment à être très, très, très déprimé. Et j'ai arrêté à mes 22 ans, 23 ans, quelque chose comme ça. Ok. J'ai arrêté, je suis resté 6 mois au chômage en essayant de rechercher ce que j'allais faire du reste de ma vie. Et c'est un ami à moi qui s'appelle Romain, parce qu'à cette époque-là, enfin, ça c'est compliqué parce que j'ai arrêté 6 mois et en fait j'avais comme projet de partir vivre à l'étranger. Donc je voulais d'abord aller vivre au Canada. Donc j'avais quasiment fait ma demande de PVT. Voilà. Ensuite ça a changé parce que ma mère est thaïlandaise, ma mère elle est née à Bangkok, donc j'ai beaucoup de famille en Thaïlande. Et donc je me suis dit, mais en fait je vais aller rencontrer ma famille en Thaïlande. Donc j'avais prévu tout mon voyage et Covid est arrivé. Voilà. Donc impossible de partir. Donc j'étais bloqué. En parallèle de ça, depuis toujours, les gens viennent un petit peu me voir quand ils se sentent pas vraiment bien dans leur peau. Parce que comme j'ai surmonté quelques épreuves. Alors justement, je pense que pour connaître ton histoire, tu as éludé une petite partie. Je pense que tu es d'accord avec moi, Manu. Non, mais là, ouais, effectivement, là, t'es concentré sur le parcours pro. Voilà. Ouais, Et en parallèle, effectivement, il y a des étapes que tu as Oui, bien sûr. Pour revenir dessus sur. Je voulais juste parler de mon parcours pro, Ouais. ce qui m'a amené jusqu'ici, Ok. et ensuite revenir sur les points clés. Vas-y. C'est très bien. C'est parfait. On ne coupera plus. Ouais, on dira plus rien. On te laisse faire. Non, mais oui, les gars. Pour moi, je suis clair dans ma tête. Donc, non, mais là, c'est très bien. Dire. Donc oui, j'étais au chômage et je voulais partir. Je voulais je pense que quand on souhaite voyager, qu'on souhaite partir, c'est qu'on est en recherche de quelque chose. En fait, on recherche quelque chose à l'intérieur de soi, finalement. Bien sûr qu'on veut voir du paysage, on veut rencontrer des gens, mais c'est surtout pour se découvrir ou se redécouvrir.
Et, euh, et donc, je l'ai fait de chez moi, cette découverte. Encore plus qu'avant, je me suis concentré sur moi-même et je me suis construit. Et comme je disais tout à l'heure, en parallèle, les gens souvent venaient me voir parce que, avec les épreuves que j'ai eues, j'ai quand même réussi à surmonter quelques épreuves. Et donc, les gens qui n'allaient pas bien venaient me voir naturellement pour me demander comment tu fais, comment tu fais. Et c'est un ami à moi qui s'appelle Romain un jour qui me dit: mais pourquoi t'en fais pas ton métier? Tu vois, parce que je ne savais pas trop quoi faire, le voyage s'était annulé, toute ma vie c'était un peu vide. Il m'a dit: mais pourquoi t'en fais pas ton métier? Et donc moi j'avais beaucoup pratiqué la sophrologie, je m'étais même intéressé à beaucoup de choses à cette époque-là, j'avais fait beaucoup de travail sur moi déjà. Donc que ce soit en énergétique, que ce soit en auto-hypnose, peu importe. Et donc je me suis lancé, je me suis dit: ok. Parce que tu vois, j'ai beaucoup de croyances limitantes. Je suis trop jeune, je suis trop. J'avais pas la même façon de m'exprimer non plus, donc j'ai fait beaucoup de travail à ce niveau-là. Beaucoup de croyances limitantes, mais finalement je me suis lancé. Je me suis dit: écoute, si je me lance maintenant, dans 10 ans, je suis le meilleur dans mon domaine. Donc j'avais 22, 23 ans. Ok, normalement à 33 ans, je suis au top. Et donc je passe une formation en tant que sophrologue. Sophrologue, pourquoi? Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, enfin vous, je vous ai un petit peu expliqué, mais Ouais, moi je veux bien que tu. je vous explique. Alors la sophrologie, je trouve ça intéressant parce que c'est une thérapie brève, hein. C'est surtout une méthode assez douce. Parce que par exemple l'hypnose, ça peut faire peur, alors que sophrologie, on parle beaucoup de respiration, donc c'est quelque chose d'assez naturel, même si l'hypnose l'est tout autant, hein, peut-être même encore plus. Mais la sophrologie, c'est du travail sur la respiration, avec des visualisations aussi, et un travail de mouvement, un petit peu comme le yoga. Donc je voulais me lancer dans la sophro parce que pour moi c'était peut-être une des choses les plus terre à terre, c'est le mot qui me vient, mais je sais pas si c'est le bon terme, mais je m'étais dit: ok, je suis déjà jeune, si je marque sur ma porte de cabinet Alexis, énergéticien magnétiseur, 23 ans, je suis quasiment sûr que j'aurais eu 0 client. Tu vois. Là, c'est et donc je me suis dit, la sophrologie, ça commence vraiment à être intégré dans les hôpitaux, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, en rééducation aussi, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai opté pour la sophro. J'ai fait ma petite formation et après, je me suis mis à mon compte. Je me suis même mis à mon compte avant même de terminer la formation, pour te dire à quel point j'étais motivé. Et puis je suis resté 1 an comme ça à faire du domicile. Alors j'ai toujours eu une petite base de clients, tu vois, étonnamment. Dès que je me suis lancé, j'ai toujours eu 5-10 clients. J'ai jamais eu 0 clients. Comment tu les trouvais, ces clients? Eh bien, au bouche à oreille, principalement. Parce que j'ai même pas encore créé de compte sur les réseaux sociaux. J'ai même pas encore créé de page Google. Parce que j'avais encore une petite part aussi, tu sais, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je pense que ça arrive beaucoup d'entrepreneurs. Surtout que, tu sais, dans ce domaine-là, alors j'ai ma mère qui fait un petit peu d'énergétique, enfin qui fait même beaucoup d'énergétique, du travail énergétique. Mais c'est pas son premier job. Et tu vois, j'avais personne autour de moi qui avait cette posture-là, qui avait qui en vivait pleinement. Tu vois, j'avais pas un parent. Ma mère, elle le faisait, mais tu vois, des fois pas payé. C'était pour la famille au début. Voilà. Donc j'avais pas trop d'image sur laquelle m'accrocher. Tu vois, je savais pas trop ce que je devais faire. Je savais pas trop où je devais aller. Je savais pas trop donc si j'étais légitime. Tu vois, moi, les autres praticiens, les autres thérapeutes, je les voyais vraiment là. Tu vois, et je me disais: ah ouais, mais moi, ça prendra des années, des années, des années avant que j'arrive à des résultats. Alors qu'en fait, plus ou moins, j'ai toujours eu de bons résultats. Hein. Tu vois, jamais personne qui est ressorti d'une séance en me disant: bon, c'était nul, j'ai ressenti. Voilà. Mais donc, ça a été peut-être une des plus grandes luttes,
tu vois, de lutter contre ses croyances. Enfin, c'est pas lutter, mais c'est changer plutôt ses croyances. Et du coup, de me construire l'image de, du praticien que je veux devenir. Ok. Est-ce que je suis clair? Ouais, Ouais. c'est très clair. Puis, Je pense on va simplement revenir à pourquoi tu en es venu à faire de la sophro. Ouais. juste avant que tu partes là-dessus, aujourd'hui, bon, t'es quelqu'un d'assez modeste, mais il faut quand même être conscient que tu accompagnes des personnes, tu accompagnes beaucoup de monde, et en plus de ça, tu accompagnes des personnes connues sur les réseaux, connues dans le monde du sport. Enfin voilà, je pense entre autres à Bourama Kamara, qui est un combattant pro UFC, donc accompagné par Alexis pour toute la partie coaching mental. Donc voilà, donc c'est important en fait d'en parler parce que en fait tu as commencé il y a 2 ans, et en 2 ans déjà tu as parcouru un chemin qui est énorme, et voilà, je pense que les gens reconnaissent que tu es quelqu'un de compétent, et te font énormément confiance. Donc justement, ce combat et ces croyances limitantes, je pense qu'aujourd'hui elles sont levées, et tes clients, même s'il y en a plein d'autres qui gagnent à être connus, mais en tout cas tes clients, ceux qui le sont le plus sur les réseaux, dans le sport ou autre, en parlent très bien pour toi. Ah, super. Moi, c'est super sympa. Ce que tu Non, me c'est dis, sérieux, c'est vrai. c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des visions, tu vois, de l'extérieur. Moi, c'est vrai que, tu sais, des fois, on n'a pas assez de recul sur sa propre vie, sur ses propres choix, sur ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que des fois, tu sais, moi aussi, j'ai encore cette image du Alexis que j'étais avant. Donc, quand on me voit comme ça, c'est que ça me fait plaisir. C'est que j'ai fait assez de travail sur moi, tu vois, donc c'est bien. Après, tu sais, tu as dit, je suis un peu humble. Pour moi, c'est normal parce que ce que je fais, alors j'accompagne des personnes, mais ce sont vraiment des personnes qui travaillent. Tu vois, j'ai pas la. Il faut pas avoir cette prétention-là parce que c'est pas moi qui aide les gens. J'invite les gens à s'aider eux-mêmes. Voilà. Donc c'est pour ça, bien sûr, que je me permettrai jamais de dire, c'est grâce à moi que tu parlais de Bourama. Je me permettrai jamais de dire, c'est grâce à moi qu'il a gagné mon combat. Non, c'est grâce à lui. Mais peut-être que moi, j'ai été seulement un soutien, tu vois. Oh, tu as été la petite allumette, alors pas forcément pour Bourama, mais pour d'autres, par exemple dans mon cas, où tu étais là. En gros, c'est toi qui as allumé la mèche pour faire en sorte que le truc prenne et avance, quoi. Et si t'es pas là, tu vois, le déclic, on l'a pas. On sait qu'on veut le faire, mais tu vois, t'as pas le déclic pour partir. T'as pas le déclic pour partir. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois de mon côté. Ouais, d'ailleurs, j'ai dit Bourama, je sais plus, j'ai dit combattant pro de l'UFC, non? J'ai dit UFC. C'est pas l'UFC, hein. C'est l'Hexagone. C'est l'Hexagone, mais de MMA, c'est ce que je voulais dire. D'ailleurs, l'Hexagone, s'il nous écoute, on est en combat. Ouais, ce serait bien à un moment ou à un autre de le faire combattre. Vous voulez que je revienne sur votre page Instagram pour remettre 5000 commentaires, dépêchez-vous, s'il vous plaît. On les a harcelés, bon. Grave, mais j'ai refait une séance l'autre jour, de commentaires. Bon. Du coup, moi, j'aimerais bien que tu reviennes sur toute cette partie, comment t'en es venu à la sophro, par rapport à toute ton histoire. Donc là, on va revenir en arrière par rapport à ce que tu nous as expliqué. Mais ouais, j'aimerais bien qu'on refasse une petite passe là-dessus, parce que ça, pour le coup, c'est quand même super inspirant. Et puis, de voir tout ce que tu as traversé et où tu en es maintenant, c'est une belle histoire. Je vais vous raconter sans problème. Donc, en parallèle de tout ce que je vous ai déjà raconté, il m'est arrivé plusieurs événements clés. Dans un premier temps, à l'âge de 16 ans, on m'a découvert une scoliose dégénérescente. Donc, tout simplement, si les personnes ne voient pas ce que c'est qu'une scoliose, c'est simplement la colonne vertébrale qui n'est plus droite, en fait, ça peut former un S, ça peut former un C, enfin, en tout cas, c'est plus trop au bon endroit. Et donc, moi, j'avais cette scoliose-là, avec une lordose et une syphose, donc c'est la colonne vertébrale qui part complètement en live. Et, pour avoir vu des photos, c'était impressionnant. C'est vrai que
c'est pas commun, tu vois, tu vois pas ça tous les jours. Généralement, il y a beaucoup, alors c'est très répandu, hein, il y a beaucoup de personnes qui ont des scolioses, mais tu vois, généralement c'est assez léger, les personnes le vivent correctement. Là, si vous voyez l'autoroute qui fait Lyon le sud, c'était à peu près la même chose hein, quand on voit la photo. Non, mais vraiment. Hein. Non, mais si Alex, parce que moi je l'ai vu, c'est vrai, à la parenthèse indépendance, si Alex accepte de nous la partager, Jérém nous fera un joli montage pour mettre la photo sur la. Pour mettre la photo sur le. Sur Non, YouTube. on regarde tout dans le photo. Alors, j'essaierai de mettre la photo, ouais, à la limite, sur la tête de Manu, comme ça vous ne le verrez pas pendant 2-3 minutes, ce sera pas mal. Mais ouais, c'était impressionnant. Et pour ceux qui sont sur Spotify, bah, tant pis pour eux, vous écrirez à Alex et il vous l'enverra. Avec grand plaisir. Bah, c'est bien pour se rendre compte exactement de ce que c'est. Bon, après, il y a plein d'autres. Attention, des choses beaucoup plus graves. Hein, c'est pour ça il faut relativiser aussi. Mais donc, on détecte cette scoliose-là. Il y a des choses plus graves, il ne faut pas non plus se cacher. Alors, oui, il y a plus grave, hein, tu peux te faire amputer d'un membre. Mais toi, c'est pas non plus. Après, tu vois, moi, j'ai. Fait de loin, quoi. Bon, on s'écarte un petit peu, mais tu vois, moi qui accompagne des personnes tous les jours, bah, c'est vrai que j'ai plus la même vision qu'avant. Tu vois, quand j'étais jeune et qu'il m'est arrivé tout ça, eh bien, quand une personne à côté de moi me disait j'ai mal au crâne, et ben, tu vois, je ressentais beaucoup d'énervement, je ressentais beaucoup de colère parce que je me disais mais cette personne, elle sait pas ce que c'est que la souffrance. Et maintenant, donc, pour avoir travaillé avec beaucoup de personnes, et bien en fait, chacun a sa sensibilité, tu vois. Chacun a sa sensibilité, et pour moi maintenant, la souffrance, ça va être par exemple quelque chose d'assez élevé. Mais il y a des personnes pour lesquelles, ben, je sais pas, ben, avoir un rhume, c'est hyper grave, tu vois. Et en fait, au niveau de leur sensibilité, et ben ils ressentent quelque chose d'aussi grave que moi je l'ai ressenti. Tu vois. Donc c'est pour ça, je pense qu'il ne faut pas se permettre, tu vois, de dire, moi j'ai vécu ça. Chaque personne vit des choses à sa manière. Je suis d'accord, mais il ne faut pas minimiser non plus ce que tu as eu. En disant, en fait, on peut toujours minimiser ce qu'on a par rapport à d'autres. Mais faut pas non plus, tu vois, se mettre au niveau zéro en disant que c'était pas grave. Enfin, quand on voit la photo de ce que tu as eu, c'était quand même, quelque chose d'assez important. Alors oui, c'est sûr, des gens qui vont avoir des cancers, qui vont avoir d'autres maladies, qui peuvent pas en guérir. Et là, en effet, c'est par rapport à ce que toi tu as eu, c'est plus compliqué. Mais il faut pas non plus minimiser. Tu vois. Ça reste quand même. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Manu, là-dessus, mais. C'est impressionnant. Après, je comprends tout à fait ce que veut dire Alex. Mais c'est impressionnant, surtout quand on voit les photos et quand on va écouter et entendre ce que tu vas nous expliquer après. C'est clair que c'est quelque chose de grave. Après, je te comprends parce que il y a toujours plus grave en fait. Et je pense que c'est une façon d'avancer en fait. Donc tu vois, la cogite que tu as, moi je l'ai eu, ma mère travaillait, un petit aparté vite fait, mais travaillait pour la DAS. On avait beaucoup d'enfants qu'on a gardés de la DAS. Moi je m'interdis, alors ça m'arrive, hein, on a tous des hauts, des bas, etc. Mais souvent je m'interdis de me plaindre de certaines choses. Parce que je me dis, mais en fait, par rapport à ce que j'ai vu quand j'étais gamin, et c'était pas les pires, hein, forcément, il y avait encore pire. Mais je me dis, voilà, je relativise et je me dis, bon, on trouve des solutions, on avance. Et en fait, c'est pour ça que je te rejoins et que je te comprends, Alex, quand tu as cette cogite-là et cette réflexion-là. Mais c'est clair que quand tu vois les images et quand tu vas expliquer ce que tu vas expliquer, c'est grave. En soi, c'est quelque chose qui arrive à peu de gens et il faut pouvoir s'en relever. Et c'est pour ça que ton parcours il est inspirant. C'est parce que tu en as relevé et tu en as fait une force en plus. Tu vois, je fais un peu le parallèle avec les réussites où faut pas non plus minimiser nos réussites et c'est souvent ce qu'on a tendance à faire. Enfin, dans un sens, faut pas les exagérer non plus, à dire que parce qu'il y a toujours quelqu'un qui fait mieux, comme il y a dans les maladies, il y a toujours quelqu'un qui a un truc pire que ce qu'on peut avoir. Il faut pas non plus minimiser ce qu'on fait. Et tu vois, faut être conscient de ce qu'on a accompli, c'est sûr. Donc vas-y, on te laisse continuer. Bon, mais par contre, tu vois, ça m'a beaucoup. Heureusement que j'avais pas cette mentalité-là à l'époque, parce que ça m'a servi de moteur. Tu vois, d'être en colère, ça m'a servi d'être
de souffrir. Ça m'a vraiment servi de moteur et ça m'a permis de me relever, tu vois. Peut-être que si j'avais été dans une acceptation totale, bah, peut-être que j'aurais pas eu envie d'accomplir ce que je voulais accomplir, tu vois. Donc voilà. Ouais, parce que les médecins avaient des mots durs avec toi. Alors, dur, en fait, ça a été compliqué quand, donc à 16 ans, on me diagnostique cette scoliose. Je porte un corset pendant 1 an, donc un corset tu vois, en carbone qui va du cou jusqu'aux hanches. Si vous voyez Iron Man, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est vraiment un truc qui te maintient tout le corps pour t'obliger à tout le temps rester droit, à pas être avachi comme ça. Et donc ça, je devais le porter 23 heures sur 24. Bon, vu que j'étais hyper discipliné, c'était plus 20 heures que 24, mais que 23 heures. Mais donc je porte ce corset pendant 1 an, et à la fin de ces 1 an, on me dit ça a continué à se dévier, donc on va être obligé d'opérer. Apparemment, c'était une opération un petit peu délicate, donc ils ont fait venir, je crois, un chirurgien du Japon. Alors, je crois pas qu'il est intervenu, mais en tout cas, ils lui ont montré le dossier, enfin, ils avaient besoin de lui pour quelque chose. Donc, je suis passé sur billard, et donc, ils m'ont posé 2 barres en fer dans le dos avec des vis pour. Ça redresse un peu la colonne vertébrale, elle est toujours un petit peu déviée, et puis tout ce qui a été décalé, parce que quand la colonne vertébrale donc, est décalée, ça décale forcément les côtes, tu vois, j'ai des bosses dans le dos, ça se voit pas trop. Ça va. Bon. On t'appelle pas Quasimodo encore, donc c'est bien. Tu vois, la cage thoracique et. Ouais, les vertèbres et tout, ça a tout ouais, décalé. voilà, c'est ça, ça a tout décalé, même les clavicules, les hanches, etc. Donc ils ont remis à peu près droit, mais voilà. Pour pas que ça se dévie davantage. Donc là, c'est une grosse opération, très très grosse opération, au final. Ben, c'est vrai que. Alors maintenant, c'est assez courant. Tu vois, parce que quand tu en parles avec les chirurgiens, c'est pas quelque chose d'incroyable, tu vois, ils retirent pas un cancer du cerveau, par exemple, mais c'est quelque chose d'assez classique pour eux, je pense. Peut-être que je demande, mais ils avaient l'air très détachés, en fait, C'est cette toujours opération. Mais oui, de toute façon, Là, tu restes à l'hôpital un moment, non? Ouais, je reste à l'hôpital un petit moment quand même. Quelques semaines quand même. Puisque tu as un truc nouveau dans le corps en fait. Hein. Tu sais, tu es habitué à pouvoir plier ton dos depuis toute ta vie. Et après, tu te retrouves avec une planche dans le dos. Donc, la première sensation, c'est comme si tu as une épine. Monsieur Doumbé, c'est pareil. C'est comme si tu as une épine, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas être là. Tu vois. Donc moi, c'était la première sensation que j'ai ressentie. Il y a quelque chose qui ne devrait pas être là et qui est dans mon corps. Et là, je pense que j'avais l'air d'un fou parce que là, le rationnel est un petit peu différent. Hein. Tu sors d'une grosse opération, tu es sous morphine, tu comprends pas trop ce qui se passe. Et moi, j'essaie de me gratter le dos pour essayer d'enlever. Tu sais, c'était instinctif. Et après, il y a eu une douleur. C'est d'abord la gênance et ensuite une douleur. Parce que la douleur, je crois que ça a été. C'est la première fois de ma vie que je pleure de douleur. Tu vois. C'était vraiment une douleur impressionnante. Toujours à l'hôpital, là. Toujours à l'hôpital. Ouais. Je me rappelle, il y avait un mec. Donc moi, je souffrais de martyre. Et il y a un mec qui rentre dans ma chambre avec une guitare et dit je vais te chanter une petite chanson. Je lui ai dit dégage, tu vois. Ouais. Et tu disais tout à l'heure, Jérém, le chirurgien avait des mots durs. Alors des mots durs, des mots. Les médecins, un peu. Ouais, en fait, ils m'ont dit tout simplement comment va être ma vie. Tu vois. Tu as 18 ans. À 17 ans. 17 ans, ils m'ont dit voilà, tu vas vivre avec ça toute ta vie dans le dos. Donc attention, ça reste, c'est solide, mais ça reste fragile quand même, parce que tu as des vis
dans les eaux. Donc, faut surtout pas tomber, faut pas tomber dans l'escalier, faut pas se battre, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Au niveau sport, on m'a dit que j'avais le droit de faire de la natation, éventuellement, et de marcher, ce genre de choses, mais pas de sport à percussion, pas de sport de contact. Ça. Ce que j'ai pas respecté, bien sûr. C'est pour ça que tu as choisi la boxe taille. Voilà. Ben, dis donc, tu sais, si je te dis, bon, ben, à partir d'aujourd'hui, tu peux plus entreprendre. Je t'interdis d'entreprendre, enfin, tu peux plus entreprendre. Ben, qu'est-ce que ça va réveiller en toi? Ben, pourquoi? Moi, si j'ai envie de le faire, ben, je vais le faire pour montrer que je peux le faire. Tu vois? Mais si on te le dit pas, moi, peut-être que si j'avais pas eu l'opération du dos, j'aurais jamais été sportif, peut-être. Peut-être que j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait, mais donc c'est un mal pour un bien. Mais voilà, j'ai pas trop. Enfin, c'est arrivé un petit peu plus tard, le fait que j'accepte pas. Dans un premier temps, ben, tu sais, c'est réel. On te pose du matériel médical et on te dit, ben, tu pourras plus faire ça. Donc là, tu te dis pas, non, je veux pas, tu vois. Tu te dis, ah ouais, ok, bon ben, comment va être ma vie? Ouais, psychologiquement, c'est dur quand même. 17 À 17 ans. balais. Tu sais, à 17 ans, c'est un peu l'âge où tu te cherches, tu veux trouver des choses. Tu sais, à ce moment-là, on te dit, ben, voilà, tu peux plus rien faire, en gros. C'est ça, parce que à cette époque-là, ben, tu fais ta jeunesse en plus, tu fais des soirées, les filles, sauf que là... tu découvrais ta kékette. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc... on la garde, c'est la Manu, je te préviens, je coupe pas. Ce qui m'a marqué surtout, c'est que j'arrivais plus à me projeter. Enfin, j'ai déjà du mal avant, mais j'arrivais plus à me projeter. Tu vois, je voyais pas d'issue. Je me disais, bon, ben, à quel moment, parce que c'est pas quelque chose, tu te rétablis et puis après, tout va bien. C'est que j'ai toujours des douleurs, toujours des gènes, toujours ce genre de choses. Donc, mentalement, j'avais du mal, tu vois, à me dire, je rencontrais une fille, ben, je me disais, bon, de toute façon, je pourrais rien construire avec elle, puisqu'après, je vais être mal en point. Donc, ça sert à rien. Et tu partais défaitiste, peu importe la situation. Exactement. Okay. Donc, le pire, ça a été psychologiquement. Les plus grandes souffrances ont été vraiment mentales, même s'il y a eu beaucoup de souffrances physiques. Les plus grandes souffrances ont été vraiment dans la tête. Okay. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu as mis en place qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là pour accepter? Parce qu'on voit, tu n'es pas devenu. En fait, je pense que dans cette situation, tu as deux solutions. C'est soit tu acceptes ta situation et du coup, bah, tu vis avec, mais tu fais rien pour aller mieux, ou soit tu te rebelles et puis tu pousses pour aller mieux, quoi. Alors, dans un premier temps, j'ai beaucoup subi. Jusqu'à la période de l'auto-école. Jusqu'à mes 19 ans et demi, 20 ans, là, je m'étais acheté une moto. Et donc, jusqu'à cette époque de mes 17 ans à mes presque 20 ans, j'ai vraiment subi ma vie. Tu vois, je construisais, mais tu vois, comme pour l'auto-école tout à l'heure, on me propose un truc, bon bah ok, tu vois, je m'investissais nulle part en fait, je me laissais porter. Et mais progressivement en fait, c'était une descente aux enfers. Ouais, c'était une descente, tu vois. C'était une descente progressivement, parce qu'en plus de ça, c'était devenu vraiment ma vie. C'est-à-dire que bah, je me sentais mal tout le temps, je me sentais malheureux tout le temps. Ouais, c'était pas une période simple. Et un jour, et en plus de ça, en plus de tout, hein, c'est-à-dire que je me sentais mal par rapport à ça, mais il y avait aussi les finances qui n'allaient pas. Je t'ai dit, je gagnais 1132 €. Familialement parlant aussi, c'était un peu compliqué, parce que du coup, ben, j'avais fait beaucoup d'erreurs par le passé. Amicalement aussi, puisque du coup, je m'éloignais des gens, comme j'avais l'impression de ne pas avoir de futur, je ne m'engageais pas dans des relations, amicales ou amoureuses.
Et donc, vers mes 20 ans, j'ai ma petite moto, ma grosse moto, et je roule en carbo. Et à une intersection, je vois un camion, et moi, je veux le dépasser dans un premier temps. Et en fait, je le vois tourner. Et j'aurais pu freiner, mais j'ai accéléré. Il y a eu un truc dans ma tête, tu vois, un truc de c'est trop, tu vois. Je peux plus supporter tout ça en fait. Tout va s'arrêter et je serai enfin libéré de tout ça. Donc là, il s'est passé quelque chose de très particulier parce que j'étais persuadé d'en finir complètement. Parce que j'ai foncé dans le camion aux alentours de 70 km/h, ce qui est quand même élevé. C'est énorme. Et donc moi j'étais un biker rebelle. Donc t-shirt, jean, basket, casque gants bien sûr, mais voilà, j'avais pas d'équipement trop de sécurité. Je vois le camion devant moi avec l'allure, je me dis juste ciao. Et finalement, à ma grande surprise, ben, je me réveille, le pied gauche dans le moteur de ma moto qui est coincé sous le camion. Et moi, je suis sur la moto. Donc, j'étais un peu écrasé là-dessous. Le camion s'arrête, mon pied fait barbecue dans le moteur, mais tu vois, j'ouvre les yeux, je me touche, rien du tout. Rien du tout. Pas un bleu, rien du tout. Par contre, mon pied est brûlé. Donc, il m'emmène à l'hôpital. Il me pose un plâtre parce que j'ai une brûlure, mais j'ai une fracture du pied. Il me pose un plâtre avec une petite fenêtre, en fait, pour soigner la brûlure. Sauf que c'était mois d'août. C'est macère. Ça a macéré, tu vois. Et donc, moi qui avais un petit peu de résistance à la douleur, parce que j'avais mal, mais je me disais, bon, c'est normal. Et je laisse passer 3-4 jours. Et il y a l'infirmière qui vient, qui me dit, mais c'est pas du tout normal ce qui se passe, c'est en train de nécroser. Ça pue, il y a du fromage et des champignons. Ouais. Mais ça se voyait pas trop, tu vois. C'était juste au niveau de la sensibilité, je sentais plus rien. Donc là, urgence, parce que qui dit nécrose, surtout là, t'as pas beaucoup de peau. Ben, la nécrose, c'est une espèce de bactérie, hein, et si ça t'attaque les tendons, les choses comme ça peut être très très grave. Et donc moi ça a vraiment failli parce que j'étais à 1 mm, il me semble, du tendon. Donc ils ont creusé pour enlever la nécrose, et ensuite ils ont posé ce qu'on appelle un vac. Donc c'est une espèce d'éponge, parce que du coup ça fait un creux, tu vois, ça faisait un creux dans mon pied, jusque à presque os, tu vois, tendon. Et ils posent donc cette petite éponge qui draine le mauvais sang pour reconstruire un petit peu la chair et tout. Okay. Donc là je suis resté, je crois, un bon 2 mois, 3 mois à l'hosto. Donc après, eh bien, j'ai plus de pieds, j'ai plus de dos, je suis pas bien dans ma tête. Là, c'est, tu sais, je sais pas si vous avez déjà vécu ça ou si des personnes qui nous écoutent ont déjà vécu ça. Quand c'est trop, en fait, t'es absent. Tu vois, t'as vraiment une absence, c'est-à-dire que c'est comme si t'étais dans un monde parallèle, plus rien n'a d'importance. Tu vois, quand t'as plus rien, ben on peut plus rien te prendre, ben voilà, c'est vide en fait. Et donc je me sens comme ça. Et j'ai même des idées très très négatives, tu vois, des idées très très noires. Et donc je me rappelle, j'habitais à cette époque-là dans un petit 30 mètres carrés. Et je me réveillais tous les matins avec envie de partir. Et à un moment, je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, bon, est-ce que c'est pas temps de faire ça? Ou alors, par contre, je passe ma vie
en quête de bonheur. Mais tu vois, un engagement vraiment profond, c'est-à-dire que c'est pas, bon, je travaille sur moi une fois par mois, voilà. C'est non, chaque jour, chaque minute, chaque instant, je fais un travail sur moi pour aller mieux. Donc si je suis là, c'est que j'ai fait mon choix, bien sûr, pour votre plus grand plaisir, bien vrai. Et donc voilà, je mets en place, c'est à cette époque-là où j'avais déjà un peu, je m'étais un peu déjà, tu sais, on entend beaucoup de choses, j'avais déjà entendu parler de tout un tas de trucs, la respiration, les énergies, etc., etc. Et donc là, bah, je me mets en quête de recherche. Je recherche vraiment ce qui va me guérir, me permettre d'aller mieux. Je suis conscient que je ne peux pas changer l'extérieur. Je peux pas enlever mes barres dans le dos. Ben, je peux pas retrouver tout de suite de la mobilité dans mon pied. Il y a des choses, tu vois, je suis limité. Donc je me dis, ok, il faut que j'arrive à me sentir bien à l'intérieur de moi. Et c'est là où j'ai fait tout un travail, toute une introspection, tu vois, je pouvais gratter un petit peu toutes les peurs que j'avais en moi, toutes les croyances. Et bon, après, on le fait tout au long de sa vie, hein, mais là, c'était vraiment une étape importante. Et voilà, je crois rien oublier. Du coup, t'as mis quoi en place? Enfin, t'es allé, quand tu dis gratter, tu t'es renseigné Alors, sur quoi? tu sais, moi, je m'arrête pas sur une chose. C'est-à-dire que, pour moi, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire la sophrologie, l'hypnose, la programmation neurolinguistique, c'est parce que c'est des choses qui sont importantes pour moi, parce que c'est ce qui m'ont permis d'aller bien, en partie. Mais tu vois, je pense que chacun est différent, chacun a des besoins différents, chacun a des croyances différentes, et donc je te dis pas que la sophrologie peut accompagner tout le monde et peut aider tout le monde. Tu vois, c'est pour ça que moi, et même encore aujourd'hui, quand je suis en quête de recherche, j'ai pas trop d'idées arrêtées. Tu vois, j'ai eu même plusieurs étapes dans ma vie où à un moment j'ai beaucoup cru en Dieu. Ensuite, j'ai cru en l'univers. Ensuite, j'ai prié les anges. Ensuite, je me suis. Ensuite, j'ai. Comment dire, je me suis prié, pas prié moi-même, c'est pas comme ça qu'on dit, mais je me suis. J'ai cru en moi, voilà, c'est exactement ça. J'ai cru en moi. Tu vois, j'ai eu vraiment plusieurs phases et je pense que chaque chose arrive quand elle doit arriver. Et donc voilà, c'était. Donc je me suis mis en quête de recherche. Quand je suis mis en quête de recherche, bah voilà, c'est ça. C'est que déjà, bien sûr, j'ai eu des piliers. C'est-à-dire que j'ai remis en place une bonne respiration, des affirmations positives, de la méditation, des choses comme ça. Mais mes croyances ont beaucoup évolué, beaucoup changé. Et elles changent encore aujourd'hui. Et j'espère qu'elles continueront de changer, parce que c'est ça qui fait notre vie. Voilà. Comme tu mets combien de temps entre le moment où tu dis ok go, je pars en quête de bonheur et le moment où tu te renseignes, où tu mets des choses en place, ou jusqu'à arriver à te dire, enfin déjà jusqu'à arriver à ce qu'il y ait des personnes qui ressentent ça et qui du coup viennent te voir. Ouais. Et après jusqu'à arriver à ton pote qui te dit mais écoute, pourquoi t'en fais pas ton métier? Il s'écoule combien de temps entre ces deux moments? C'est cool bien 2-3 ans, tu vois, 2-3 ans de travail acharné, où beaucoup de réflexion, mais beaucoup de travail aussi, parce que pour moi, la seule réflexion ne suffit pas, il faut aussi utiliser des outils. Et donc, ouais, 2-3 ans de travail acharné. C'est pour ça que, tu vois, pour moi, on peut réaliser beaucoup de choses en très peu de temps. Regarde, par exemple Tony Robbins, vous connaissez Tony Robbins, en 3 ans, lui, tu vois, moi en 3 ans je suis arrivé à ça, ce qui pour moi n'est pas grand chose. Tony Robbins, en 3 ans, il est passé de pauvreté à vie de château, tu vois, en 3 ans. Donc, et tout ça, ça a été du travail à l'intérieur de lui, et il l'explique très bien de toute façon. Mais, et c'est un livre qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Mais voilà, il m'a fallu 2-3 ans
parce que c'est toute une reconstruction. Tu vois, vraiment une reconstruction. Tout en moi était tellement vide, je savais même pas ce que j'aimais dans la vie. Je savais même pas ce que j'aimais pas. Je savais même pas quelle était ma couleur préférée. Je savais même, en fait, je savais rien. Je savais pas. Tu sais, j'étais tellement absent, je laissais passer les choses que je ne connaissais rien sur moi finalement. Donc ça a été vraiment une découverte de moi. Et je me suis posé des questions vraiment comme ça. Alexis, c'est quoi ta couleur préférée? Je sais pas. Le bleu, vert, j'aime bien. Et donc j'ai fait comme ça, tout un petit process, ben, avec mes outils, avec mes moyens du bord, tu vois. Et puis ça a payé, j'espère, je pense. Après, c'est pas... Bien sûr, mais c'est important parce que tu vois, tu as 2 ans où où tu le pratiques, enfin, où du coup, tu en as fait ton métier, et 2, 3 ans pendant lesquels bah, tu t'es formé, en fait. Tu as travaillé sur toi-même. Donc, Ouais, tu t'es appliqué à toi-même Ouais, c'est avant de ça. l'appliquer aux autres. Hein. C'est ça. C'est ce qui fait aujourd'hui ta légitimité. C'est Ouais, qu'au bien sûr. final, si on prend de A jusqu'à maintenant, je ne vais pas dire Z parce que t'es pas arrivé et tu as plein d'ambition, mais de A jusqu'à maintenant, ben, en fait, tu as déjà 5 ans d'expérience Mm. et d'expérience vécue Mm. qui font que, je pense en tout cas, les personnes que tu accompagnes te font confiance. Mm. C'est ce qui fait ta légitimité, comme je disais. Ouais, C'est moi, pour ça que je trouve ça magnifique, quoi, parce que tu vas le voir, tu sais, enfin, tu te retrouves pas avec quelqu'un qui. Alors, pour faire un parallèle avec des gens qui font des études par rapport à d'autres gens qui commencent enfin, qui ont commencé à travailler tôt et qui ont une expérience dans le monde du travail, c'est un petit peu le même cas, hein. C'est-à-dire que là, tu ne te retrouves pas avec quelqu'un qui a fait des études Mm. et qui va mettre en application ce qu'il a appris et qui fonctionne en théorie. Là, pour le coup, toi, tu as vraiment quand même un gros bagage derrière et puis tu fais appliquer des choses qui ont marché pour toi. Ouais. Donc, dans un sens, tu as servi de labo Exactement. pour après tes futurs patients, quoi. Ça, c'est ouf. Hein. C'est intéressant ce que tu dis parce que bizarrement, oui et non, je sais pourquoi, mais je n'attire quasiment que des personnes qui ont vécu des choses que j'ai vécues, tu vois, plus ou moins. C'est-à-dire que j'ai eu des addictions, j'ai eu des problèmes avec les filles, j'ai eu tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Et donc, je te dis, moi je fais pas de projection. Tu vois, quand j'ai quelqu'un au cabinet, je me dis pas, ah bah moi dans cette situation j'aurais fait non. Mais c'est juste que peut-être que je peux facilement me mettre à la place. Je peux facilement aussi peut-être dire des mots que j'aurais aimé entendre. Voilà. Ou un regard, tu vois, que j'aurais aimé avoir sur moi. Et donc, c'est assez bizarre. Ça me fait un peu penser, tu sais, au film Slumdog Millionnaire. Tu as jamais vu ce film? Alors, Ouais. j'ai pas tout vécu, loin de là, hein, mais en tout cas, la plupart des gens qui viennent me voir, eh bien, c'est des souffrances que je connais. Donc, c'est assez facile et assez agréable pour moi aussi d'accompagner des personnes comme ça. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je voulais dire un truc intéressant. Je sais plus, mais tu peux continuer. Ouais, moi j'ai un peu l'impression en fait que l'accident de moto, ça a été un petit peu la mort de ton ancienne vie pour le renouveau. Alors après, il y a toujours deux écoles. Hein. Il y a ceux qui décident de s'en relever et puis ceux qui continuent spirale infernale et qui peut-être arrivent après à faire des choses pas bonnes. Mais toi, ça a vraiment été un renouveau qui est de reprendre possession de toi, de te redécouvrir. Je pense que ça a été bénéfique dans ce sens-là. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça m'a fait un. Bah, tu sais, quand tu peux renouveler tes croyances, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs au cabinet, mais généralement, c'est ce qu'on appelle des prises de conscience, tu sais, elles se déroulent quand tu as beaucoup d'émotions fortes. Par exemple, quand tu ressens de la souffrance, eh bien, il y a beaucoup de gens qui ressentent des souffrances absolues. On voit beaucoup maintenant sur Internet, des mecs qui ont beaucoup souffert. Et en fait, ça devient des machines de guerre en muscu ou en crossfit ou voilà, en sport. Tu as beaucoup de personnes qui ressentent de la tristesse, par exemple, et donc qui vont écrire un livre. Enfin voilà, les émotions donnent accès en fait aux prises de conscience. Et donc, pour moi, ouais, ça a été un élément assez déclencheur. Il y a eu beaucoup de choses à côté, mais ouais, ça a été vraiment. Tu vois, j'ai pris une décision envers moi-même. Après, des fois, c'est un petit peu plus profond.
je suis pas trop pour le. Bon, bah, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont pas bien, il y a des gens qui se relèvent, il y a des gens. Tu sais, des fois, c'est tellement ancré au niveau des croyances euh, que les gens, c'est même pas de leur faute, tu vois. Des fois, c'est même pas de leur faute. Moi, par exemple, un jour, j'ai eu quelqu'un au cabinet euh, qui avait même pas conscience qu'on pouvait aller bien. Et tu vois, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, c'est qu'il est programmé comme ça. Depuis qu'il est enfant, bah, par rapport aux expériences qu'il a vécues, par rapport à son éducation, par rapport euh, à tout son environnement, et bien, dans ses croyances, c'était impossible d'être heureux, de vivre bien. Et donc après, quand on vient bousculer un peu ça, en accompagnement par exemple, et bien là, bon, après, le mec s'est mis à pleurer, et là, des fois, c'est des regrets, parce que il s'est dit, mais attends, j'ai passé 50 ans de ma vie comme ça, et c'est seulement maintenant que je suis bien. Donc, le mec, ça arrive trop tard que jamais, de toute façon. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple. Tu vois, c'est pas bon, bah, enfin, c'est ma croyance, tu vois, parce qu'après, il y a plein de choses, et c'est ça aussi, il y a plein d'informations, plein de choses qui fonctionnent sur différentes personnes. Moi, j'ai vraiment un œil, on peut appeler ça de la tolérance, tu vois, quelque chose comme ça. Mais c'est pas simplement, bon, ben, tu te réveilles tous les matins à 7 heures, et puis tu fais ça, et puis voilà, tu vas être heureux toute ta vie. C'est pas si simple. Il faut aussi agir au niveau des croyances, au niveau de ses schémas de pensée, ce genre de choses. Voilà. Ah, mais c'est intéressant. De toute façon, toi, Jérém, qui a fait appel au service d'Alexis, euh, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux en dire, en quoi, enfin, après tu rentres dans le détail ou pas, mais en quoi ça t'a aidé, qu'est-ce qui a fait que t'as fait appel à lui, enfin, tu vois, c'est intéressant pour les personnes qui nous écouteraient et qui se diraient, putain, j'ai peut-être besoin, tu vois, de passer le cap. Euh, voilà, un peu avoir ton retour d'expérience. Moi, j'y suis allé, on a fait un premier rendez-vous, c'était début janvier. À savoir que je suis très gourmand. Et notamment, j'en étais arrivé là, à la fin, je me tabassais une tablette de chocolat par jour, et sans lutter. Hein. Franchement, c'était pas un combat de ma part, c'était vraiment facile. Du coup, j'étais dans un process où j'avais envie de perdre du poids. Donc en fait, le côté sport, je fais pas mal de sport, mais au final, ça décolle pas sur la balance parce que hyper gourmand. Alors après, je vous passe toutes les bouffes qu'on peut faire avec les copains, les petites bières qu'on boit au séminaire MMA après le combat. Enfin voilà, tous les petits trucs comme ça. Et là, je me suis dit, bon, il faut déjà qu'en fait, j'arrive à agir sur au moins cette petite chose du quotidien pour me dire, ben, si au moins j'arrive à faire des jours clean, tu vois, sans faire trop d'excès, ben, c'est sûr que j'arriverai pas à me limiter. Enfin, j'imagine pas ma vie en me limitant en disant, ben, on me propose un apéro, de dire, ben, non, j'arrive avec mon Perrier et je vois pas. Moi, je conçois pas, enfin, actuellement, je conçois pas ma vie comme ça, même si des fois, j'aimerais me dire, par exemple, tu te mets un objectif et pendant 3 mois, tu te dis, allez, pas de mauvaise bouffe, pas d'alcool, mais je trouve que dans notre monde, en tout cas, vachement du lien social. Et donc, du coup, j'étais allé voir Alex pour au moins la partie chocolat et puis pour rencontrer. Et en fait, ce qui est bien, alors après, toi, tu raconteras la séance de ton point de vue, c'est que Alex, il trouve facilement des mots où moi, je me suis retrouvé à exprimer des idées que j'avais. Et c'était en vrac, enfin, bon, mon cerveau est un peu en vrac, je pense, mais tout arrive en vrac, tout arrive un peu n'importe comment. Et Alex arrive à reconstituer ça et à trouver des mots sur les mots. Donc, on regardera dans le dictionnaire si vous ne comprenez pas la signification. Mais voilà, il arrive à mettre des mots sur des idées qu'on peut avoir. Et derrière, on a fait une séance. Donc, en fait, on a une partie où on a discuté. On a bien discuté pendant 40 minutes, je pense. Et après, on a fait une petite séance. Alors, c'était de l'hypnose. C'était très léger, je crois. Oui, c'était très léger. Les premières séances, je ne rentre jamais vraiment en hypnose très profonde parce que il n'y a pas forcément besoin déjà. Il y a plus en mode découverte. Donc s'approprier un petit peu ces ressentis-là, découvrir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de soi. Des fois, tu vois, ça peut faire peur. Et donc, c'est important que ce soit léger au début, je pense. Et donc, la première partie, ça s'appelle une anamnèse. La première partie, c'est important pour moi de comprendre
comment tu fonctionnes, parce que je vais utiliser des mots différents selon les personnes, un phrasé différent, une intonation différente. Donc tout ça, ça me permet de moi d'adapter. Et surtout, toi, en fait, rien qu'en discutant, ça te permet de prendre plus de recul sur ta problématique, peut-être même de commencer à chercher des solutions. Et ça, je reviens là-dessus parce que c'est quelque chose qui, tu nous en as reparlé au séminaire MMA, quand tu nous disais, en fait, à partir du moment où, je crois qu'on parlait de Messner, et tu disais à partir du moment où tu vas voir un spectacle de Messner, l'hypnose a déjà commencé. Parce que dans un sens de ton cerveau, et au final, je pense que le fait de discuter avec toi, ça veut dire que tu as déjà commencé à trouver tes solutions toi-même. À trouver tes solutions toi-même, tu vois, dans ta tête. Et donc, toi, je pense qu'après, tu es un accélérateur de tout ça. Et je pense que le fait de venir voir, tu acceptes déjà le fait que tu vas aller mieux ou que tu vas trouver des solutions. C'est vrai que quand les gens prennent un rendez-vous, c'est rare que j'ai quelqu'un qui rentre et qui me dit j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de faire d'expérience. Non. Oui, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Si tu viens. Mais après, il faut démystifier. Je pense qu'il faut démystifier un peu le truc. C'est-à-dire qu'on appelle ça de l'hypnose, mais c'est un état hyper naturel, tu vois. C'est un état hyper naturel qu'on vit tous les jours. C'est simplement un état modifié de conscience. Un état modifié de conscience, c'est soit peut-être une hyper concentration, tu vois, ou alors tu es un peu dans les nuages, tu vois, tu réfléchis, tu es un peu dans ta tête et tu oublies un petit peu tous les stimuli extérieurs. C'est un petit peu ça l'hypnose. Donc on peut le par exemple, quand tu es devant un film et que tu ressens les émotions, tu vois, des personnages. Quand tu as un personnage qui pleure et que tu pleures aussi, ça c'est un peu un état d'hypnose, c'est un peu un état de conscience modifié. Et en fait, on va dire que beaucoup de changements, on peut le faire dans cet état de conscience modifié. Tu vois, tu te rappelles, je pense que j'ai le droit de le dire, parce que c'est pas quelque chose d'important, mais tu m'avais dit, c'est dingue, ce que tu viens de me dire, ça pourrait être ridicule, enfin, tu m'as pas dit comme ça, mais je t'ai dit quelque chose comme, tu vas pouvoir changer le monde, ou tu vas... je m'en rappelle, attends, qu'est-ce que je t'ai dit? Conquérir le monde. Je dis, dans cette hypnose-là, je t'avais dit, tu vas pouvoir conquérir le monde. Et si tu dis ça à quelqu'un, en conscience immédiate, par exemple, là, je vous dis, vous allez conquérir le monde, les gars. Bon, oui, tu vois, tu entends qui vont se marrer. Ouais, tu entends en fait, mais voilà, ça a très peu d'impact. Alors que quand tu es dans un état de conscience modifié, cette hyper-concentration, elle te permet de vraiment vivre les choses. Et donc les mots ont l'air beaucoup plus importants, ont l'air beaucoup plus impactants, et ils peuvent bien changer certaines choses. Et donc du coup, sorti de ma première séance, je suis passé d'une tablette par jour à 1 carreau par jour. Et en fait, j'en mange pour le plaisir du chocolat, mais j'en mange pas parce que j'en ai besoin, tu vois. J'en ai besoin. Donc ça, c'était hyper cool. Donc sur la balance, forcément, ça a décollé. Donc ça, c'était sympa. Et je suis venu te voir une deuxième fois. Là, c'était plus... en gros, j'étais frustré. Et ça, je pense que c'est beaucoup les réseaux sociaux. Parce que j'y ai repensé il y a pas longtemps. J'étais frustré parce que je voulais absolument avoir une morning routine le matin. Et de me dire, voilà, moi, ma matinée parfaite, c'est je me réveille, je fais des étirements, je fais du vélo, tu sais, on en avait discuté, et après, je commence à travailler. Et du coup, pour moi, ça, c'était vraiment ma matinée parfaite. Et au final, on était venus, on avait travaillé là-dessus. Je l'ai toujours pas fait. Mais par contre, j'ai changé de ce qu'on a discuté. Ça m'a permis de réfléchir à tout ça. Et en fait, j'ai accepté que je pouvais pas avoir des matinées parfaites tous les matins. Et par contre, si je faisais pas le matin, si j'arrivais à le faire dans la journée, ça me convenait. Et du coup, rien que le fait de réfléchir à ça, de repenser à ça, et ça, je pense, c'est avec les discussions qu'on a eues, avec tout ce que tu m'as montré, je me suis dit au final, il y a peut-être pas besoin d'être comme tous les gens qui réussissent sur les réseaux sociaux, à se dire 7h07 je me lave, 7h08 je suis sur le vélo, 7h10 je me lave les dents, 7h11 je prends la douche froide parce que c'est important. Enfin tu vois, et je pense que
il y a beaucoup de notre vie qui est biaisée par les réseaux sociaux parce que tu sais, tu regardes un petit peu. Alors, Complètement. nous, on est entrepreneurs, donc forcément, moi, j'ai pas mal de contenus entrepreneurs qui apparaissent sur Insta et tout. Et tu sais, tu les regardes, tu les vois, le mec, matin, douche froide, et pisse à l'envers parce que pisser à l'envers, apparemment, c'est des trucs miraculeux et tout. Mais Tu sais, tu te dis, mais tu sais, sur les réseaux sociaux, de toute façon, et j'ai envie de te dire, c'est normal. Jamais personne va allumer son téléphone et dire bon les gars, je me sens hyper mal. Hein Tu vois, jamais personne fait ça. Tu veux toujours montrer le meilleur de toi. Et donc, les personnes influentes, ben, en fait, elles font leur taf. Parce que, mine de rien, ça peut aussi motiver des gens. Ça peut casser un peu. Si par exemple, tu es dans ton canapé et que tu vois The Rock aller à la salle, ça peut créer chez toi en fait cette petite étincelle pour te dire bon bah allez, je me lève de mon canapé et je vais m'entraîner. Donc bien sûr qu'il y a des aspects positifs. Après, attention à l'identification. Il ne faut pas croire que la vie de ces gens sont parfaites. Moi j'en ai rencontré. Euh, tu sais, tout le monde a des soucis. Tout le monde, absolument tout le monde. À des degrés différents, mais tout le monde. Vraiment tout le monde. Et moi aussi, hein, j'ai des soucis. Mais il faut vraiment pas croire que bon bah il y a des gens parfaits qui ont l'argent, le succès. en fait, ils ont toujours des hauts et des bas. Il faut Bien sûr. mettre en avant que les hauts. Et tu vois, moi, je m'identifie à ça. Et puis, tu sais, tu vas voir un jour une photo d'un tel qui fait ça, le lendemain, une photo d'un autre mec qui fait ça. Et tu te dis, putain, mais est-ce que je suis sur le bon chemin, tu vois? Et au final, on avait fait la séance. Alors après, on était parti en vacances à Dubaï. Et tu vois, j'ai pas la morning routine que je voulais au moment où je suis venu te voir. Par contre, je suis plus en phase avec moi-même sur ce que je veux quand même faire au quotidien. C'est-à-dire que je disais que je voulais faire du vélo, tu vois, tous les matins pour démarrer la journée. Et bah, des fois, ça arrive que j'ai pas le temps parce que je vais avoir une réunion au boulot. Parce que tu vois, ce matin, je me suis réveillé à 7h30, temps de me préparer, de descendre. Bah voilà, il était 9h quand je suis arrivé. Parce que ben, je prends aussi un petit peu de temps le matin où je suis pas toujours au taquet. Il faut le temps que je me réveille. Mais tu vois, j'accepte cette partie de moi au final. Et je me dis, ben, si je fais pas mes 30 minutes de vélo le matin, bah, c'est pas grave. Mais par contre, je vais les faire plus tard dans la journée. Ou ce soir, au lieu de me mettre devant Netflix, ben, je vais descendre dans le garage. Je vais me faire 30 minutes de vélo. Donc, au final, ça m'a permis de ne pas réussir forcément à faire ma routine, c'est pas grave, mais de l'accepter et de dire, ben, ouais, il faut quand même s'adapter à sa vie du moment. Bien sûr. Mais par contre, tu peux le refaire dans la journée et c'est pas spécialement grave. C'est très important ce que tu dis. Adapter à sa vie du moment. Exactement. C'est-à-dire que ben, moi j'aimerais aller à la plage une fois par jour. Ben, en fait, c'est pas possible. Non. Tu vois ce que je veux dire? Il faut déménager. Mais tu peux avoir des envies, mais faut que ça reste éco, tu vois, faut que ça reste écologique, faut que tu sois en accord en fait, tout simplement avec la vie que t'as. Et ça, je pense que, tu vois, on avait essayé de travailler sur la routine, mais au final, je pense que ce qui m'a fait le plus de bien, c'est tous les mots qu'on a eu avant, et de se dire, ben, en fait, ça m'a permis d'être en accord avec moi-même. Et ça, tu vois, c'est top. Bah, ça, c'est ce qu'on appelle c'est de la programmation non linguistique. C'est pour mettre en place des stratégies au niveau pour travailler aussi sur tes schémas mentaux et tout ça, pour trouver ce qui est acceptable pour toi. Voilà. Exactement. Donc des fois, on a l'impression que c'est la bonne chose à faire, mais on découvre que ouais, parce que je pensais, quand je suis venu te voir, je pensais vraiment que ça allait être la solution, tu vois. Alors qu'en fait, je me rends compte que je le fais pas. Par contre, j'ai compris d'autres choses derrière qui font que plus ça va en fait, et plus je me sens en adéquation avec ce que je veux vraiment. Tu vois. Après, c'est vrai que dans l'idéal, quand je commence ma journée par une demi-heure de sport, c'est top, quoi. Mais si vraiment je peux pas parce que un élément fait que je peux pas le faire, pas grave, je le ferai plus tard. Et je l'accepte. Déjà, tu vois, ce qui est important, c'est que ta façon de penser a changé. C'est-à-dire que le matin, même si tu ne fais pas ta séance de vélo, tu sais déjà que tu vas la faire. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, complètement. Donc ça veut dire que tu commences pas du tout ta journée de la même manière. Tu es déjà dans un état d'esprit de conquérant, tu vois, parce que tu sais que tu vas entreprendre quelque chose. Que ce soit le matin ou dans la journée, ta pensée, elle est dirigée vers ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement, parce que avant, je me disais, genre, si je la faisais pas le matin, à partir de 8h30, je me commençais à bosser,
Et là, je voyais la tonne de mails et je me disais, ah, bah, le sport aujourd'hui, c'est mort. Faut que je bosse et compagnie. Alors que là, je sais que dans un coin de ma tête, ok, il y a du boulot, c'est sûr. Par contre, à un moment, il faut que je prenne une demi-heure pour la faire. Et ça a changé. Et du coup, ouais, c'est pas mal. Mais dans tous les cas, je compte revenir parce que je pense que sur l'amélioration, enfin sur l'atteinte des performances, alors à mon niveau, hein, je suis ni un boxeur professionnel, tu vois, ni un mec qui fait des millions sur, tu vois, sur sa boîte et tout, même si on a tous envie d'y arriver. Mais je pense que pour l'atteinte de ces objectifs d'être accompagné, c'est hyper important. C'est un peu comme un coach sportif. Que tu peux faire du sport tout seul. Maintenant, si tu veux peut-être passer certains caps, eh bien, tu as besoin d'un coach personnel. Ben, au cabinet, c'est un petit peu ce qu'on fait. Tu peux très bien entreprendre tout ce travail tout seul, mais en fait, tu vas évoluer par rapport à tes croyances actuelles. Tu comprends? C'est-à-dire que, ben, si je pense être, je te dis une bêtise, ma croyance actuelle, c'est que je suis bon à rien, ben, je vais vraiment ramer, parce que c'est une croyance, ben, un peu inconsciente, tu vois. Donc, si tu changes par contre cette croyance-là, et que du coup, dans ta tête, t'es plus un bon à rien, mais t'es un bon à tout, et bien là, tout de suite, tu vas pas naviguer de la même manière. Ça va être beaucoup plus efficace. Donc, bien sûr, ça peut être très très important d'aller voir quelqu'un. Il faut pas avoir Alexis. Il faut pas avoir peur en fait aussi d'aller voir quelqu'un. Ça c'est souvent pareil, c'est des croyances arrêtées. C'est pas parce que tu vas voir quelqu'un qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi. En fait, ça c'est surtout la société dans laquelle on est, Ouais, bien sûr. où en fait on est dans ce schéma-là en disant tu vas voir un psy, bah, tu as des soucis. Bah peut-être, mais je me fais accompagner pour aller mieux. Tu vois. Ah mais tu vois, à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, au Canada ils sont très éveillés. C'est presque la normalité, tu vois. Mais voilà, en France, on a encore des croyances peut-être un petit peu anciennes. Mais en tout cas, non, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur si vous voulez avoir des changements, ben, c'est possible. Et on a des méthodes assez efficaces pour ça. Voilà. J'en suis la preuve. C'est vrai que t'es beaucoup plus beau qu'avant. Bah, déjà plus maigre. C'est pas mal. J'en ai encore un peu à tomber, mais. Non, mais c'est bien parce que ça se ressent et moi je trouve ça. C'est ça, moi, qui me fait vibrer. Mais en fait, alors l'aspect physique, c'est important. Mais en fait, c'est surtout l'aspect mental. Où tu te lèves le matin et tu es plus en face avec ce que tu as envie d'être. Et ça, je trouve que c'est moi, c'est le plus beau. Quoi. Enfin, c'est le plus beau dans le sens où tu es en adéquation avec tes valeurs et ce que tu as envie tu vois, de dégager. Donc, ouais, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Manu. Non, mais c'était intéressant, j'ai écouté, tu vois, avec une oreille attentive. C'était intéressant d'avoir ton ressenti et de voir un petit peu tout ce que ça t'a apporté. Et bon, dans tout ça, Alex, donc bon, on sent que tu es épanoui dans ce que tu fais. Déjà, ça, c'est un gros point positif. On sent que tes journées se remplissent de plus en plus. T'as, en fonction de la variation de ton business, des saisons, tu as des fois un peu plus de monde que d'autres, mais tu as cette liberté d'être à ton compte. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes journées, de ton temps pro, ton temps perso, comment tu arrives à gérer tout ça? Alors, on en parlait en off tout à l'heure, moi je suis vraiment dans une période de construction, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que je construis mes connaissances, parce que tu vois, c'est tellement vaste. Hein. Là, tout de suite, je travaille avec tout ce que j'ai appris, mais il me reste encore tellement de choses à apprendre. Tu vois, ça s'arrête jamais, mais ça, je pense que c'est dans tous les domaines, et c'est important. Et je pense que jamais, tu vois, je me poserai et je me dirais, bon, je sais tout, jamais de la vie. Mais donc, je travaille beaucoup sur ça, tu vois. Tous les soirs, je passe au moins une heure et demie, juste pour la connaissance, tu vois, juste pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau humain, mais aussi je m'intéresse à tout, en fait, tout ce qui peut me permettre d'accompagner des personnes, et qui peut aider des personnes. Après, donc, j'ai le cabinet.
j'ai le cabinet où j'y suis quelques jours dans la semaine et j'ai mon activité du coup en auto-entreprise dans l'auto-école aussi. Et donc là, je complète un petit peu parce que c'est vrai que comme toutes les entreprises, alors peut-être qu'il y a des entreprises qui marchent plus vite, plus rapidement que d'autres. En tout cas, dans le milieu où je suis, c'est très lent. C'est très lent et heureusement que c'est lent. J'ai envie de te dire, heureusement que c'est lent. Tu regardes par exemple sur mon agenda en ligne, j'ai ouvert 2 jours. Parce que, est-ce que parce que je veux avoir l'énergie nécessaire, je vais être disposé pour accompagner les gens. Tu vois, moi je dépasse pas 4 séances par jour. 2 séances le matin, 2 séances l'après-midi, parce que je veux avoir de l'énergie, parce que je veux être à l'écoute en permanence, parce que je veux trouver de la performance aussi. En tout cas, voilà, même si je pouvais placer 10 séances par jour, je le ferais pas, tu vois. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un moment pour tout. Peut-être qu'après ça va se décanter, hein. Peut-être qu'après mes croyances vont changer, peut-être que je vais prendre encore plus confiance en moi et me dire bon bah maintenant je sais que je peux en 1 heure je trouve une bonne efficacité et ben allez je me mets 3 rendez-vous à la suite. Peut-être que on y viendra, mais tout de suite comme ça me convient. Et donc à côté de ça j'ai l'auto-école qui me permet déjà de changer d'environnement parce que bah, j'ai des amis aussi dans ce milieu. Ça me permet aussi d'un point de vue financier de faire beaucoup d'économies parce que déjà j'ai un salaire fixe. Tu vois, là par exemple, s'il y avait un Covid qui arrivait, avec mon autre job, ce serait chaud, tu vois. Enfin, on le sait. Là j'ai une voiture gratuite. Je paye pas l'essence, je paye pas l'assurance, voilà. Donc je fais des économies en fait avec ce job. Ça me prend, tu vois, je travaille 2-3 jours max dans la semaine en auto-école. Et après, je jongle entre toutes ces activités. Et du coup, t'as pas la. Enfin, tu sais, il y en a beaucoup qui disent tu lances ta boîte, tu brûles tes bateaux, et en gros, tu vas à fond, tu te focuses et tout. Tu penses pas que l'auto-école, d'un côté, te bloque ou t'empêche d'aller plus vite sur la partie développement de ta boîte? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Oui et non. Oui et non, parce que brûler les bateaux, je l'ai fait. Parce que quand j'ai commencé, quand je me suis mis à mon compte en fait au cabinet, pendant 1 an, je suis resté que au cabinet. Ok. Donc, avec le chômage à côté. Mais le problème, c'est que j'avais trop de dépenses. Trop de dépenses aussi, par rapport à ce que je rentrais. Peut-être qu'aujourd'hui, ça changerait. Mais en tout cas, ça me rapporte aussi une clientèle. Tu vois, l'auto-école. Ça me rapporte aussi une clientèle. Donc, non, tout de suite, j'ai pas vraiment envie de brûler les bateaux. Ok. Parce que même niveau, tu vois, j'ai de l'énergie. Je suis pas en mode. Et pour l'instant, tu as un bon juste milieu entre Ouais, les c'est deux. ça. Même si je travaille beaucoup, tout de suite, j'ai besoin de ça. Ok. Et après, par contre, je compte mettre en place des choses en ligne. Tu as déjà commencé, il me semble. J'ai déjà commencé. Et je compte mettre en place des choses en ligne pour me permettre justement de faire rentrer un petit peu d'argent plus facilement et m'offrir un petit peu de liberté. Alors, c'est pas que ça, c'est aussi de pouvoir peut-être impacter et aider plus de gens. Ah oui, surtout ça. Ouais. Mais là, on parle d'un point de vue, vraiment entrepreneuriat, donc j'aborde ce thème-là. Mais mon objectif principal, ce qui me fait vibrer moi, c'est accompagner des personnes. Donc là, c'est juste un autre moyen, ce que je veux mettre en place en ligne, c'est juste un autre moyen. C'est les gens, tu sais, qui des fois n'arrivent pas à passer le cap et qui n'arrivent pas à prendre le rendez-vous parce que ils ont peur d'être jugés, alors que c'est notre code de déontologie, hein, on n'a pas le droit de juger, on doit être neutre. Peut-être que d'avoir des séances en ligne, ça peut permettre à des personnes d'être plus rassurées, de se dire je vais pouvoir travailler une séance à la maison et j'aurai pas forcément besoin, parce qu'il y a des gens aussi qui ne veulent pas discuter, qui ne veulent pas s'exprimer, des fois c'est hyper profond.
Donc voilà, ça peut accompagner des personnes à la maison et partout dans le monde. Et du coup, tu as prévu sur ces trucs de formation en ligne, alors là, c'est plus entrepreneuriat, hein, mais tu as prévu quand même un suivi des gens ou de les rappeler? Parce qu'on sait, enfin, connaître des gens qui lancent des formations, on sait qu'il y en a beaucoup qui payent la formation et qui vont jamais au bout. Toi, est-ce que tu as prévu des choses là-dedans pour quand même les accompagner ou les aider à aller mieux? Ou en gros, je trouve que c'est important, je sais pas ce que tu en penses, Manu. Mais c'est vrai Ouais, qu'il y en a un complètement. paquet qui payent des formations et puis qui ne s'engagent pas forcément dedans. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est un milieu différent aussi, tu vois. Je suis pas dans des formations d'immobilier, je suis pas dans des formations de web designer, j'en sais rien. Euh, Moi, c'est plutôt du soin. Donc, un accompagnement, oui, avec échange, eh bien, c'est mieux, j'ai envie de te dire. Maintenant, je peux pas l'imposer. Et après, par exemple, mettre en place, tu sais, il y en a beaucoup qui font ça, les Calendly, pour pouvoir qu'ils prennent un rendez-vous téléphonique avec toi, et au moins des fois, tu sais, de débriefer 10 minutes ou un quart d'heure, de t'ouvrir des plages et de dire, bah voilà, par exemple, le matin de ce jour-là, de 9 à 11, vous pouvez vous mettre un quart d'heure et ça permet de discuter avec la personne et peut-être de l'orienter vers quelque chose qui pourrait le convenir. Ouais, tout à fait. Bah, c'est le but. Dans mes packs que je vais sortir, normalement, il y aura une séance comprise dans le pack. On va se voir vraiment en direct, que ce soit en visio ou en présentiel. Et ensuite, il y aura du travail à la maison avec des séances enregistrées. Et ensuite, à la fin, un petit débriefing. Mais bon, à la fin, tu vois, le pack que je veux sortir, alors ça peut s'écouter, c'est la personne qui travaille toute seule. Mais si par exemple il écoute les séances tous les jours, le travail peut se faire en 3 mois. Mais si on prend un peu plus le temps, le travail peut se faire sur 9 mois, 1 an. Ah oui, donc c'est quand même un gros pack. Ouais, c'est un pack assez costaud. Donc voilà, il y a une première séance entre nous pour débriefer, pour mieux comprendre les besoins et pour mieux informer de ce que va pouvoir apporter le pack. Par contre, à la fin, tu vois, je peux pas trop prévoir. Je peux pas dire de telle date on se rappelle. Ça va être en fonction de la personne. C'est intéressant parce qu'on n'a pas insisté dessus, mais c'est vrai que je reviens sur Bourama parce qu'on a parlé de Bourama. Bourama est à Paris, toi tu es à Clermont, ce qui signifie que tu peux accompagner des personnes en fait de partout en France. J'allais dire dans le monde, mais je sais pas si tu parles thaïlandais peut-être. Si, j'ai des personnes qui sont à l'étranger. Voilà, bon voilà. Donc important aussi Je de ne parle préciser. pas anglais. Je ne parle pas anglais. Ce sont des francophones qui sont à l'étranger. Non, mais voilà, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Donc, même si on n'est pas sur Clermont, on n'est pas obligé de se déplacer à Clermont pour bénéficier de tes services. Et là, par exemple, pour donner un autre exemple, hormis du mien, alors pas forcément rentrer dans le détail, mais pour Bourama, comment toi tu l'accompagnes sur l'aspect, tu vois, sur l'aspect, enfin, en France, combat ou mentalité, qu'est-ce que tu mets en place avec lui? Qu'est-ce que vous pratiquez? Alors, sans rentrer. Ouais, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. C'est pas le but non plus. Ouais, c'est pas le but. Mais en fait, disons que on a une relation vraiment centrée sur son mental, mais aussi sur ses sensations, tu vois, sur ses émotions. Un combattant, c'est encore quelque chose de différent, parce que tu vois, j'ai d'autres sportifs dans différents domaines, mais les combattants, peut-être que c'est encore différent parce que tu as cette notion de dureté, tu as cette notion d'invincibilité, tu vois. Tous les combattants vont avoir l'air robuste, c'est complètement normal. Et des fois, ça va faire du bien, tu vois, de parler à quelqu'un, parce qu'aux yeux de la famille, tu dois être fort, aux yeux des coachs, tu dois être fort, aux yeux de tes sparring partners, tu dois être fort. À quel moment, en fait, tu peux t'exprimer et dire, bon, ben là, peut-être que je me sens un peu stressé, tu vois. Donc, on discute beaucoup, déjà. On discute beaucoup sur... ça permet de prendre du recul sur les pensées. Et on va faire tout un travail. On travaille quelquefois en hypnose. Comme Matt Tyson le dit, Matt Tyson faisait ça aussi. Donc on travaille un petit peu en hypnose pour mieux visualiser, par exemple, les combats. Quand on visualise les combats,
on va pas forcément beaucoup, enfin, c'est ma manière de faire en tout cas, on va pas forcément beaucoup visualiser de gagner le combat. Mais on va plus visualiser de se sentir à l'aise pendant le combat. Et cette aisance va nous permettre d'accéder à une victoire, sûrement. Parce que dans un combat, tu as tellement de choses imprévues, comme dans tous les sports aussi. Au CrossFit, tu peux te faire une déchirure. Et donc, même si tu as visualisé la victoire, tu vas plus ressentir de la frustration. Là, le fait en fait de se concentrer sur l'état d'esprit dans lequel on va se retrouver pendant le combat, et bien c'est ça vraiment qui va être la clé pour être complètement à l'aise le jour du combat et mieux percevoir la victoire. Voilà. Et bon, cette anecdote, Bourama la raconte, donc je peux la raconter. Pour son dernier combat, donc il a affronté quelqu'un de très fort en pied-point. Et à un moment, il prend un knockdown. Donc, ce qu'on appelle un knockdown, c'est qu'il prend un coup sur la tête. Et donc, il y a une légère perte de conscience, on peut dire ça. Donc, Bourama tombe. Et en fait, quand tu prends un knockdown, mentalement, alors c'est un peu flou. Hein. C'est un combat, hein, donc ça va très 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 vite. C'est un petit peu flou. Mais généralement, tu es plus sur le reculoir après. Tu es plus un peu en mode, bon, je vais me prendre un knockdown, je vais pas en prendre un deuxième. Tu peux avoir aussi une perte de confiance. Tout un tas de choses qui se renseignent comme ça. Et généralement, dans les combats, c'est pour ça que, tu as vu, il y a un premier knockdown, et même si la personne se relève, généralement, l'autre, il revient, et puis il finit. On l'a vu avec Joshua contre Ngannou. Bon, on est d'accord. Quand tu sais, ça calme tout de suite. Complètement. Et donc, Bourama s'est pris le knockdown, et il a quand même gagné le combat. Et donc, tu vois, de ce qu'il m'a dit, en fait, il s'est relevé et il a retrouvé un état d'esprit, l'état d'esprit qu'on avait travaillé, parce que on ne parle pas forcément d'état d'esprit positif, on parle d'état d'esprit de performance optimale. Donc, tout est relatif selon chacun. Par exemple, avec Bourama, lui, ce qui agit comme moteur, c'est, par exemple, la frustration. Bourama, quand il est un peu frustré, il est très performant, tu vois. Donc on parle pas vraiment on parle de bien-être général parce que c'est agréable de gagner un combat, mais faut pas être hyper positif quand t'es dans la cage. Tu peux pas dire je suis trop bien, je suis trop joyeux. Non, t'as cette notion de plaisir qui est très très importante, mais tu peux retrouver cette notion de plaisir quand tu bats ton adversaire. Tu vois. Enfin voilà. Tout ça pour dire que on travaille sur différents points comme ça. On met en place vraiment avec chaque sportif quelque chose de différent. Tu vois, moi j'ai pas trop de grille toute faite, on va faire ça. Parce que il y a des choses aussi, il y a des entraînements qui vont être moins bien que d'autres, on va devoir bosser sur différentes choses. Donc, Ça justement, tu parlais de la visualisation. Enfin, je sais qu'on en a déjà parlé, c'est quelque chose quand même qui est puissant, de se visualiser, avoir fait la chose ou avoir accompli ce qu'on souhaite faire. Tu pourrais donner des petits tips par rapport à ça pour les gens qui nous écoutent sur bien sûr. Comment un petit peu s'imaginer ou dans quel état d'esprit se mettre. Je sais qu'on l'a fait ensemble, mais c'est quelque chose qui marche bien. Ouais. Alors déjà, la visualisation, c'est quelque chose qu'on fait tous. Tu vois, par exemple, si je te dis, demain, alors attends, quel exemple je pourrais te donner? Par exemple, vous avez tous les deux créé votre entreprise. Quand tu crées ton entreprise, tu laisses place à ton imagination. Comment ça va se passer? Si ça se passe mal, et si j'ai un appartement qui tombe en ruine, et si les papiers ça se passe mal, tu sais, des fois tu as ces images-là. Donc c'est de la visualisation, mais on n'a pas forcément conscience qu'on a du contrôle dessus. Donc en fait, une bonne visualisation, c'est juste une visualisation consciente, qu'on va pouvoir contrôler, diriger. Il faut bien comprendre que la visualisation, c'est quelque chose d'important, parce que ton cerveau ne fait pas forcément la différence entre ce qui est réel et imaginé. Donc si par exemple tu te visualises aller au bureau et que ça se passe mal avec tes collègues par exemple, tu vas pas arriver dans un état d'esprit positif. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si tu visualises que tout va bien avec tes collègues, tu vas arriver
ça va être lié à ton comportement à toi. Tu vas arriver tout sourire, donc tu vas donner envie aux autres d'être bien. Ça, et puis peut-être la mauvaise nouvelle qui va arriver, ou ton collègue qui va être désagréable, bah, tu vas le prendre autrement. Tu vas le Et ça va gérer. glisser sur toi Exactement. beaucoup plus que si tu arrives en disant putain là tu me casses déjà les couilles. Exactement. Donc la visualisation, alors tu peux l'utiliser pour, j'ai envie de te dire, tout et n'importe quoi. Moi je l'ai déjà fait pour ma vie personnelle, pour ma vie amoureuse. Je l'ai déjà fait pour améliorer les relations. Et donc tu t'aperçois que en fait tu changes beaucoup de ton propre comportement en fait dans la visualisation. Il y a beaucoup de croyances comme quoi il y a quelque chose aussi d'énergétique qui se passe. Peut-être que c'est le cas. En tout cas, moi, de ce que je remarque, c'est vraiment le comportement qui va changer. Tu vois, par exemple, quand je fais des gros rendez-vous ou des interventions, par exemple, les gentlemen, il y a une fois, et j'avais même raconté, c'est que j'étais très occupé déjà dans ma vie, et donc la parenthèse, elle est arrivée, et en fait, j'étais un peu débordé, machin. Et je voulais absolument, pour renvoyer le meilleur, je voulais absolument arriver dans un état d'esprit hyper positif. Et donc là, j'ai utilisé la visualisation. J'ai utilisé la visualisation de cette intervention qui se passe super bien, parce que je suis bien, parce que je suis calme, parce que je suis apaisé. Et dans cette visualisation-là, je me suis amusé à visualiser que les gens, à la fin de l'intervention, applaudissaient. Et je l'ai dit aux collègues quand je suis arrivé, je dis j'ai visualisé qu'ils vont applaudir, donc ils vont applaudir. Et en fait, cette fois-là, ils ont applaudi. Tu vois. Donc, bien sûr, il y a quelque chose de génial qui se passe. Et donc, cette visualisation, ça peut être super quand on entreprend quelque chose. Pour entreprendre quelque chose de la meilleure des manières. Ok. Et donc, petit tips, tu peux le faire en pleine conscience. Tu peux juste te poser, en fait, à visualiser. Mais quand tu es en pleine conscience, disons que tu as ton état d'esprit critique qui est un peu plus présent. Ton état d'esprit critique, c'est un petit peu ton état d'esprit qui va te dire t'es trop comme ci, t'es trop comme ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut penser comme ci, faut penser comme ça. Donc quand tu vas visualiser, par exemple, si ton rêve c'est de conduire je sais pas, une Lamborghini, et que tu te visualises conduire une Lamborghini, si tu le fais en pleine conscience, tu peux avoir une partie de cette conscience déjà qui t'emmène beaucoup de pensées, autre, donc une difficulté à rester concentré sur ta visualisation, ou sinon ton état d'esprit critique peut te dire non mais c'est pas possible. Tu vois. Ça, moi je l'ai, et je l'ai eu rien que cette semaine au CrossFit. Okay. On faisait de l'arraché. Et tu vois, avant d'aller à la barre, j'essaye de revoir le positionnement de départ, de voir quand tu descends en squat, tu as la barre au-dessus de la tête. Et c'est vrai que tu as ce petit truc qui te dit la barre est trop lourde. Tu vois, qui essaye de te ramener à la réalité. Donc il faut vraiment réussir à couper. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, moi, quand je fais mes visualisations, je le fais beaucoup en état de conscience modifié. Donc, en passant déjà par une respiration très profonde, tu vois, en étant déjà relaxé moi-même, ou même en faisant de l'auto-hypnose. Et quand tu es dans un état de conscience modifié, tu as cette hyper concentration. Donc, quand tu fais une visualisation, tu fais vraiment une visualisation et tu as moins d'éléments parasites. Voilà. Donc, pour faire une bonne visualisation, pour ceux qui nous écoutent, je vous conseille de faire vraiment une respiration très profonde, très 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 profonde, avec de longues inspirations et de longues expirations. Et à un moment, vous allez sentir que ça va être un peu plus calme à l'intérieur de soi. Et à ce moment-là, on va pouvoir guider un petit peu les images. Ok. C'était le petit tip d'Alex. Et donc, il n'y a pas de limite dans notre imagination. Ça, il faut vraiment s'enlever de la tête. C'est-à-dire que tu peux te visualiser être, je sais pas, sur le toit de la plus grande tour de Dubaï avec des millions et des millions de dollars en poche. Tu peux te visualiser dans une caravane avec un big sourire et super heureux. Il n'y a pas de limite en fait. Il faut juste voir ce qui est bien pour soi. Et là, attention, faire attention entre ses envies et ses besoins. Parce que
si ton envie c'est de conduire une Lamborghini, mais en fait ce dont tu as besoin, c'est juste de sécurité, faut peut-être déjà faire un travail sur ça, parce que sinon il y aura très peu d'impact. Ok. Voilà. Très bien. Bon, pour reprendre un petit peu le fil de ce qu'on avait prévu, Mhm. on a un petit peu dépassé. Hein. Bon, au niveau de l'entrepreneuriat, tu nous en as parlé un petit peu. Au niveau de ta gestion temps pro, temps perso, est-ce que c'est quelque chose, t'arrives à... Nous, on a tendance à dire que c'est toujours... Quand tu lances ton activité, tu vois, tu as des curseurs, et il y a plusieurs curseurs qui s'appliquent. Alors, sur l'activité pro, moi, j'ai un curseur sur le sport, un curseur sur la vie perso. Et en fait, on est toujours en train de les adapter. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu arrives facilement à faire, ou des fois, tu te laisses un peu déborder ou... J'essaie toujours de donner de l'importance à chaque chose. Tu vois. Quand je suis au travail, je suis pleinement au travail. Quand je suis avec quelqu'un en séance, je suis totalement avec quelqu'un en séance. Quand je suis avec vous, je suis totalement avec vous. D'ailleurs, il ne faut pas que j'oublie mon rendez-vous chez l'ophtalmo. Oui, on a encore un peu de temps. Et quand je suis avec ma vie de famille, je suis totalement avec ma vie de famille. Okay. Tu vois. Donc, j'ai envie de te dire, des fois, moi je connais des gens qui passent des week-ends entiers avec leur famille, mais qui vivent pas grand-chose. Moi, je vais certes rentrer tard le soir, et je vais peut-être rester 1 heure avec ma famille, mais par contre, c'est une heure de qualité. C'est vraiment une heure où on va vivre des choses, on va échanger, ça va être des moments très importants. Donc, moi j'ai la chance aussi d'avoir une famille qui est très consciente de ce que je développe. Tu vois. J'ai personne à la maison qui me dit tu rentres trop tard, tu travailles trop, voilà. C'est un moment où je te dis de construction, donc tout le monde est conscient à la maison que c'est comme ça et que ça va changer peut-être par la suite. Mais ça ne nous empêche pas de vivre vraiment des beaux moments de qualité, on part, on voyage, on voit. Je sais pas si ça répond à ta question. C'était pas mal. Ouais. Et le sport aussi, tu vois, pareil. Le sport, ouais, parce que le sport, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est une machine à tuer. Manu, il peut en témoigner. C'est clair. Gros level. Et c'est vrai que le sport, on n'en a pas parlé. Alors, suite à l'opération, ils t'ont dit en fait que le sport, ça allait être compliqué. Et toi, vu que tu es quelqu'un qui écoute bien, tu as fait tout l'inverse. Ouais. Et tu as quand même réussi à faire des choses que même les médecins, je pense, c'est pas capable de faire. Donc, tu peux nous en parler un petit peu vite fait? Je te dis, le médecin, le chirurgien m'avait dit attention, pas de sport de percussion. Et comme tu dis, j'écoute tellement bien que en fait, j'ai commencé par le street workout parce que en fait, je m'aimais pas du tout comme j'étais très maigre. Hein. Pour 1m76, je faisais 56, 58 kg, tu vois, donc très, très, très maigre. Et donc, je m'aimais pas trop et je voulais me renforcer un petit peu physiquement pour augmenter ma confiance en moi également et l'amour de soi. Et parce que c'est important de bien se percevoir. Mais pas que. Et bref, je commence le street et je réussis à faire des choses qu'on m'avait dit impossibles. Tu vois. Et donc là, mes croyances ont commencé à changer. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, ah ouais, je veux aussi peut-être avoir une performance dans le sport de combat parce que je me sentais très fragile, beaucoup en insécurité. Et donc j'avais ce besoin de pouvoir assurer ma protection, pouvoir assurer la protection de ma famille. Et donc je me suis mis à la boxe thaïlandaise. Et alors là, attention, tout est relatif. Bon, ça veut tout et rien dire. Moi, par exemple, j'ai rien accompli. J'ai rien accompli dans le sport. J'ai pas de médaille, j'ai pas de coupe, j'ai rien du tout. Par contre, la seule médaille que j'ai, c'est la persévérance. C'est-à-dire que j'ai fait entraînement à la taille. C'est-à-dire que là, ça fait 5 ans que je pratique. Beaucoup moins cette année parce que j'ai un petit peu moins de temps. Ça fait 5 ans que je pratique. Mais c'est la même chose en fait. Quand j'ai pratiqué, je suis resté des 2 heures devant des sacs à faire juste un seul coup jusqu'à ce que pour moi ça devienne propre et que je sois à l'aise là-dedans. Donc bon, c'est vrai que par rapport à quelqu'un de lambda, bien sûr je vais avoir plus d'heures d'entraînement que lui. Maintenant, un professionnel, un semi-professionnel, il m'éclate en deux, tu vois. Voilà. Donc tout est relatif, et même j'ai envie de te dire, même ça m'est arrivé de me faire éclater par des
gamine de 14 ans, dans la boxe, tout est possible, tu vois. Donc, faut jamais sous-estimer l'autre. Ouais, mais après, c'est surtout en fait ce que tu as par rapport à où tu partais. Oui, je Là, comprends. où, Oui. où là, c'est Ah ben, ouf, quoi, parce que. c'est vrai que déjà, normalement, j'ai pas le droit de faire, mais ma condition physique aussi, hein, parce que ben, je te dis, quand tu manques de mobilité, c'est physique, quoi. Donc, ça a été tout un travail de mobilité, beaucoup de visualisation, beaucoup de- d'exercices pour la gestion des douleurs, parce que pour moi, un entraînement, après, je suis plié pendant 2 jours, tu vois. Donc c'était beaucoup de travail à ce niveau-là. Et c'était super intéressant. Je pense que c'était génial à vivre. Et enfin, je le vis encore, donc c'est toujours génial à vivre. Mais voilà, après, j'ai pas forcément le truc. Pour moi, alors déjà, j'ai eu très tardivement une autorisation médicale. Donc, je l'ai eu seulement l'année dernière. Pour une autorisation médicale pour pouvoir pratiquer. Sauf qu'elle tombe quand je suis en plein boom au niveau pro. Donc il a fallu faire un choix. Maintenant, je m'entraîne à la boxe 2 fois par mois, peut-être. Ce qui est très peu. Mais je n'exclus pas le fait. Hein. Tu vois, maintenant, j'ai un certificat médical. Donc, si j'ai envie d'y revenir, si j'ai envie d'aller faire un en combat ou quoi que ce soit, je pourrais maintenant le faire. Bon courage aux adversaires. Hein. Non. Mais après, maintenant, tu vois, moi, j'ai pas vraiment ce truc. Alors, j'ai déjà fait des combats, mais en amateur, tu vois, sans en interclub, des choses comme ça. J'ai pas trop ce truc de je vais être le meilleur. Déjà, je suis conscient d'où je viens. Je suis conscient d'où je viens, je suis conscient de ce que je réussis à faire. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une coupe comme ça pour dire voilà. Oui, toi, tu as déjà ta victoire interne. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. En fait, j'avais une case à cocher, je l'ai cochée. Donc, tu vois, j'ai pas le pourquoi. Tu vois, ça aurait pas de sens en fait. Si je faisais ça, ouais, que je gagne, que je perde, ça n'aurait pas vraiment de sens. J'ai rien à y gagner dans tout ça. Ok. Et donc après, sur la dernière question, comment est géré ton argent? Comment tu gères? Est-ce que tu t'autorises? Nous, notamment, je sais que ça fera peut-être l'objet d'une prochaine séance, mais je sais que par exemple, j'ai du mal à me récompenser à partir du moment où on met quelque chose en place. Et tu vois, je suis plutôt, Eva, elle, je l'écoute pas, on partir en vacances tous les mois. Et moi, je suis plutôt en train de toujours retenir. Et à me dire, ouais, mais attends, là, ça fait chier de dépenser 3000 parce qu'on a des travaux tu vois, on doit anticiper des travaux et tout. Et du coup, comment toi, tu arrives à te récompenser à chaque fois? Où est-ce que tu te récompenses? À chaque fois, par exemple, que tu accomplis une étape, notamment une fois que tu auras mis ta formation en ligne, est-ce que dès que tu auras tes premières réservations, est-ce que tu as prévu de te récompenser? Comment tu... Et notamment, on a eu Guillaume là-dessus. Alors, je sais pas si tu les connais, les frérots de Limo. Sur Insta. Ouais, exactement. Les frérots de la Vega, comme on les appelle. Et on a eu Guillaume et eux, par contre, ils ont leur feuille. Alors, eux, c'est en termes d'objectifs, objectifs écrits et tout. Pour moi, c'est un peu les kings. Je sais pas ce que tu en penses, Manu. Ah, de loin. Et eux, ils en sont à se dire, c'est-à-dire qu'ils ont, avant de commencer, toutes les récompenses étaient prévues. Donc ils disaient 10 lots, c'était un resto machin, 20 lots, un étoilé, 30 lots, je crois que c'était le séminaire MMA l'an dernier. Voilà, ils sont à 60 lots aujourd'hui et ils ont des compromis en cours. C'est une autre planète. C'est de l'investissement professionnel. Et toi, du coup, est-ce que tu as mis ces choses en place? Ou comment tu te récompenses au quotidien quand tu arrives à atteindre un objectif? Non, je comprends. Alors déjà, ma notion de plaisir, elle est un peu particulière, c'est-à-dire que moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est tout ce que je suis en train de construire. Donc, ça me fait pas vibrer, tu vas me faire un resto, ça me fait pas vibrer. Par contre, les moments qu'on passe, tu vois, en famille, tout ça, c'est vraiment ce qui me plaît, ce qui me donne beaucoup de plaisir. Maintenant, je suis très dépensier. Voilà, je suis très dépensier, mais tu vois, pas pour tout et n'importe quoi, mais c'est-à-dire que, tu vois, si j'ai envie de faire 3 restos dans la semaine, je fais 3 restos dans la semaine. Si j'ai envie de partir un week-end, je pars un week-end. En fait, tu sais, je suis conscient que, avec ce que j'ai traversé, que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et qu'il faut aussi profiter des choses. Alors, je te dis pas, il faut gérer les choses, gérer ses finances correctement, tu vois. Moi, je te dis ça, je me permets ça parce que j'ai une capacité à savoir
faire de l'argent enfin, automatique. Tu vois. dépenses pas de l'argent que tu n'as pas. Ouais, je sais très bien que en fait, c'est marrant parce que tout se fait automatiquement. C'est-à-dire que si je veux partir, par exemple, eh bien, je vais avoir plus de monde qui va venir au cabinet, par exemple, ou payer mieux en auto-école, enfin, où je vais avoir des opportunités, voilà. Mais en tout cas, j'ai une bonne capacité à faire de l'argent, tu vois. Genre, j'arrive toujours à hausser mes finances. Et par contre, je dépense beaucoup. Et je sais pas si je veux changer ça, tu vois, parce que ben, je compte faire des projets qui vont me faire gagner beaucoup plus d'argent. Euh, voilà. Après, regarde, j'ai des chaussettes Lidl. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Mais c'est surtout pour les moments de qualité, je compte pas, tu vois. Oui, donc un week-end en famille, tu. Ouais. Ok. Et peu importe le prix, ça n'a pas d'importance. Oui, donc pour toi, c'est un peu tes récompenses Ouais. de trimer au quotidien, mine de rien. Ah, mais voilà, par contre, oui, je travaille tous les jours, tout le temps. Même, tu vois, à la maison, quand je fais des recherches, bah, pour moi, c'est du travail, tu vois. C'est mon plus gros investissement, moi, c'est moi-même dans ma vie. Et donc, ouais, carrément, je me félicite souvent et je me récompense souvent. Et je trouve ça important. Et par contre, c'est encore différent des checkpoints, tu vois. Genre, il y a des moments où je me dis, ok, là, t'as passé un cap. Donc là, généralement, je vais avec mes amis d'enfance. Et puis, on se met autour d'une table, tu sais, et on se dit, bon, là, on vient de passer un step, tu vois. Et on a un rêve avec mes amis, c'est de construire quelque chose plus tard. Et donc, tu vois, chacun, en fait, augmente de son côté. Et on veut arriver à un certain stade pour pouvoir en mettre, tu vois, tant de moyens et pouvoir monter un truc différent. Ok. Et donc, ouais, on a des checkpoints et puis on valide ensemble. Oh, bah bien. Voilà. Cool. Bien. Cool, Manu, est-ce que toi, tu as des questions? Parce qu'on va pas trop tarder. Écoute, non, je pense qu'on a fait on a fait ce qu'on avait à faire. On a fait, ouais, c'était super intéressant. Et pour une fois, j'ai pas trop parlé, donc j'étais un peu plus à l'écoute. J'irai me poser les bonnes questions. Donc non, merci Alex, merci d'avoir pris le temps de nous partager ton parcours, ton expérience. On n'a pas précisé une chose, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver. Exactement. Pour les personnes qui écouteraient et qui auraient envie déjà peut-être de commencer à échanger avec toi et puis dans le futur de faire appel à tes services. Eh bien, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, enfin le réseau, parce que je suis plus sur Instagram, sous le nom de Montera Coach. Vous pouvez me retrouver sur Google, Alexis Perret Coaching. Vous pouvez me retrouver sur ton site internet aussi. Sur mon site internet, Alexis Perret Coaching. Okay. Montera Coach, c'est underscore. Terra, T-H-E-R-A, coach comme coach. Yes, ok. Et ce que tu fais, tu me donneras le lien de ton site, comme ça on le mettra en dessous, si les gens veulent avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup, les potes, de m'avoir convié à cette interview. J'espère que j'ai répondu à vos attentes. Ouais, c'était parfait, moi de mon côté. Puis le fait d'être en physique, c'est pas mal. Ouais, j'imagine. Franchement, si on pouvait tous les faire en physique, ce serait top. Ah, faut que tu les ménages, Manu. Ouais, mais le problème, c'est que les invités ne sont pas tous sur Clermont. Alors là, on en a eu quelques-uns qui n'étaient pas loin, mais les meilleurs. Voilà, les futurs invités, ils seront un peu éparpillés de partout. Donc. Mais ouais, bon, écoutez, on va rendre l'antenne, comme on dit dans le milieu. On vous souhaite une bonne journée, un bon jeudi quand vous écouterez cette vidéo. Et puis, on fait des bisous. Prenez soin de vous. Si vous avez besoin, contactez Alexis. Et puis, passez une bonne journée. Allez. Merci à tous. Merci. Ciao, ciao.